Tant mieux. Voilà, donc on est en live. Coucou YouTube pour la rediff. Coucou la rediff Twitch aussi. On va laisser le temps aux gens d'arriver sur le chat. Je suis en compagnie de Jérémy Le Petit, qui est le fondateur de la solution de paiement on-chain sur Phantom Retrib. Il va nous expliquer tout ça, donc son parcours, qu'est-ce que c'est la vision, le projet Retrib, etc., etc. Mais on n'attaque pas tout de suite, on laisse le temps aux gens d'arriver dans le chat. Exactement. Hop, petit tweet. Et voilà. On devrait être bon. Voilà, il faut toujours 2-3 minutes autant pour laisser le temps aux gens d'arriver. Je ne sais pas pourquoi c'est pas instantané. En tout cas, voilà, te stresse pas, on sera pas tout seul. En tout cas, je te remercie Jérémy de m'accorder un petit peu de temps aujourd'hui. C'est une première pour toi, ce format un peu interview? Ouais, carrément. En général, je suis plutôt discret. Je prends la parole j'ai fait des amas, essentiellement en texte, etc. Mais je suis assez discret. Voilà. Je fais quelques conférences, mais c'est un nouveau format. Mais c'est cool. Je suis content de le faire avec toi en plus. C'est la première fois, Ouais. surtout en France, quoi. C'est la première fois que je prends la parole en vrai en France. C'est vrai, même dans les conférences, généralement, tu t'exprimes plutôt en anglais, toi? Ouais, je m'exprime tous Ok, les jours quasiment en anglais. ça marche. Même si je suis un bon français, donc mon anglais n'est pas excellent, mais je m'exprime quasiment tous les jours en anglais, effectivement. Attends, je vais en profiter, je vais faire un petit tweet avec Coin Academy pour dire qu'on est en live. Messieurs. Avant. Mais ça laisse le temps aux gens d'arriver. Hop. Si vous êtes sur la rediff YouTube, les gars, n'hésitez pas à zapper une petite minute le temps que tout se mette en place. Salut les gars. Jérémy Le Petit. Bonjour le chat, bonjour tout le monde. Je suis pas encore aussi bien rodé que les copains de chez Cryptos et Journal du Coin pour les interviews aussi, mais ça va venir. Il n'y a pas de souci. C'est notre deuxième interview du coup. Bon, on a déjà eu Massa et Abdel, anciennement de Consensus et Key Foundation, aussi pour des petites interviews. Je connais bien Massa. Nos bureaux parisiens sont à quelques encablures des leurs. Donc on se connaît bien, on fait souvent des apéros ensemble. D'accord. Donc, tu as un bureau parisien, un bureau en Suisse, du coup? Ouais. Ok. Tu vas nous expliquer tout ça. Il y a même deux structures. Il y a une structure française et une structure suisse. La structure française est la filiale de la structure suisse. Ça marche. Très bien. Bonsoir le chat, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver, comme ça vous n'en ratez pas une miette en live. Attends, c'est Retribio, le Twitter. Ouais. C'est intéressant. Il ne me le trouve pas sur le compte Coin Academy. Incroyable, en plus on a été certifié, donc normalement. Ah ouais, tu as chopé la certification, j'ai pas fait gaffe propre. Ouais, on a chopé la certif il y a 2 jours. Eh ben bien joué. Bien joué. Nous, on aimerait bien l'avoir aussi. C'est du boulot. Ok. Je crois que c'est un des avantages d'être en Suisse, il y a moins de demandes. Ouais, c'est sûr. Bon, il y a du monde qui arrive. On imagine qu'il y a des gens aussi qui suivent le projet Retrib. Si vous venez de la part de Retrib ou des réseaux sociaux communautaires du côté de Jérémy, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Et ceux qui viennent de ma part, n'hésitez pas à le dire aussi. Et on va pouvoir commencer. Donc du coup, Jérémy, ce que je te propose comme programme aujourd'hui, c'est déjà que tu nous parles un petit peu de toi, rapidement, ton parcours très rapidement scolaire, professionnel, et puis quand est-ce que tu es rentré en crypto et comment tu en es arrivé à Retrib aujourd'hui. Je te laisse enchaîner. Ouais, avec plaisir. Je suis le CEO et un des cofondeurs de Retrib. Parallèlement à ça, je suis aussi professeur à l'université, dans des écoles d'ingé ou des écoles de commerce depuis maintenant presque 11 ans. J'ai commencé assez tôt à enseigner en fait. C'est l'avantage d'être toujours au sommet de l'innovation, c'est que on peut facilement créer sa voie aussi dans l'enseignement. Et puis depuis 2 ans, là, j'enseigne la blockchain appliquée. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'étais toute la journée avec mes étudiants à l'INSEC.
où il me rendait des projets, il me faisait des soutenances sur des projets de start-up qui intègrent justement des mécanismes sur la blockchain, et donc comment réfléchir d'un point de vue marketing aux avantages que ça peut procurer. D'un point de vue parcours, je suis un peu un enfant terrible de la scolarité, hein. J'ai un parcours un peu atypique, comme beaucoup, et je suis surtout un enfant de la crise. Donc, moi, je suis arrivé sur le marché du travail en pleine crise des subprimes. Donc, si tu veux, c'est comme s'il y avait un ADN commun avec Bitcoin. C'est qu'en 2008, je finis mes études, je suis en licence e-marketing. Et d'ailleurs, j'ai recruté pas mal de mes anciens collaborateurs, sont passés aussi par cette licence-là, où j'enseignais depuis maintenant 11 ans. Mais du coup, au moment où je rentre sur le marché du travail, j'ai une opportunité. Je connais, et un de mes anciens tuteurs, quand j'étais en licence, me dit écoute, je rentre chez Facebook, il va se passer plein de choses. C'est l'émergence du Web 2. Est-ce que ça te dit de créer une des premières social media agencies? Donc, en fait, en 2009, je crée une des premières social media agencies françaises. Donc, je surfe sur la vague du Web 2. J'accompagne tous les plus grands groupes français dans leur stratégie sur les réseaux sociaux. Au pays des aveugles, les bornes sont rois. On le connaît particulièrement aujourd'hui aussi dans notre écosystème Web 3. Et je vais accompagner des marques qui vont de Dassault Systèmes en passant par LVMH, Unilever, quasiment toutes les plus grandes banques françaises dans toute leur stratégie Web 2. Tu étais en France à ce moment-là, hein. Tu étais étudiant français, tu bossais sur le sol français. Ok. Ouais, full parisien. Moi, je suis un pur produit du coin. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 4-5 ans, je crois que j'ai une vingtaine de collaborateurs dans ma structure. On fait 1,5 million de marge brute, tu vois, ça tourne bien. Et je commence un peu à m'ennuyer. Je vois les grosses agences TBWA qui se structurent et je me dis, OK, il faut que je passe à un autre modèle. Et je décide de cesser de faire le modèle agency pour basculer du côté software. Et donc, je lance ce qu'on appelle une plateforme de BI, de Business Intelligence Social Media. Donc, je fais du soft, du big data. Je vais taper sur les API de Facebook, d'Instagram, de Twitter, etc. Et je mets en place des outils de monitoring pour mes anciens clients. Pareil, ça se lance bien. 800 000 lignes de code plus tard. On commence à signer en 2016 avec des comptes comme EDF, Engie, Allianz, etc. Leroy Merlin, etc. Et en fait, 2016, c'est aussi l'élection de Donald Trump. Et tu vas voir que ça a une incidence sur la suite des événements. C'est que l'élection de Donald Trump, elle ne plaît pas à l'établissement, hein, clairement. Et alors qu'il a usé des mêmes mécanismes que Obama auparavant, le Sénat enquête sur tous les leviers marketing qu'il utilisait, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est l'affaire Cambridge Analytica qui explose. Et à ce moment-là, Zuckerberg est auditionné au Sénat. On est début 2017. Il est auditionné au Sénat et du jour au lendemain, il coupe les API de Facebook, d'Instagram et de Twitter. Facebook et d'Instagram, pardon. Et ma plateforme qui était en plein de lancement, j'étais en plein deal de levée de fonds, je devais lever 12 millions d'euros, se retrouve le nez dans l'eau, coupure d'API, je prends 5 mois de shutdown, et là, tout mon business s'écroule. Tu as une totale dépendance à ce moment-là à l'API Facebook, Instagram aussi, j'imagine, parce que c'était lié. Intégrale. Ok. Intégrale. Ça la met en exergue, les fonds d'investissement se barrent, et moi, je comprends que les dés sont jetés, et qu'on ne reviendra pas en arrière, le pipe commercial s'effondre. Tous mes grands comptes de clients sont obligés de basculer sur d'autres solutions, donc c'est mort. Tu vois, le coût est fatal, mais en même temps, beaucoup de pragmatisme. Tu te dis, c'est comme ça, c'est des aléas géopolitiques qui font que. Mais c'est pas anodin de s'intéresser à toute cette dimension géopolitique. On le voit aujourd'hui, ça a un impact sur tout notre écosystème, mais ça a toujours été le cas. Et donc, 2017, je laisse toutes mes équipes partir progressivement. Et moi, je décide de prendre une année sabbatique pour souffler un peu et savoir précisément ce que je voulais faire ensuite. Et c'est à ce moment-là que pas mal de mes potes qui étaient déjà initiés au Web3, déjà initiés à la blockchain, commencent à me parler, comme beaucoup, du Bitcoin. C'est par là souvent qu'on rentre. Hein. C'était à quel moment? C'était en 2017, peut-être, non? Ouais, 2017. On est mi-2017, fin 2017. Donc, à ce moment-là, on est en pleine phase d'ascension sur ces sujets-là. Et clairement, moi, je commence à rentrer sur le Bitcoin, sur l'Ether, etc. Et je commence à me former. D'ailleurs, et je fais un petit clin d'œil à mon ami David, qui est celui qui a commencé à m'initier à ces sujets-là, David Princet, qui aujourd'hui, maintenant, est le Head of Country Binance France. Donc c'est cool. Ouais, il y a deux David. Il y a deux David chez Binance. J'arrive pas à identifier lequel est le bon, mais oui, je sais qu'il y a deux David chez Binance. David Princet, c'est le country manager de Binance. D'accord.
Voilà, donc c'est lui qui m'initie un peu à ça à l'époque. On était à fond. D'ailleurs, il a fait partie des premiers à entendre parler du projet Retrieve. Il nous a advisé sur un certain nombre de sujets. Et je pense que dans les mois et les années qui viendront, on aura encore plein de choses à faire ensemble. Donc c'était très cool. Donc c'est à ce moment-là que je commence à me renseigner et à tomber dedans. Et pourtant, à ce stade-là, j'étais encore en train de me dire, je vais me greffer un projet d'un tiers. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis un entrepreneur dans l'âme. J'ai déjà créé 2 boîtes par le passé. Donc, il n'y avait qu'un pas. Il suffisait juste de trouver, entre guillemets, la bonne idée pour que je me lance dans une nouvelle aventure. Et c'est ce qui Quel s'est âge passé tu as, avec toi, Jérém? 36. 36, d'accord. Ouais. Donc, tu as fait des études un bon moment avant d'attaquer le monde du travail, de ce que tu me disais plus tôt, puisque tu étais un enfant de la crise. Parce que moi, en 2008, je jouais à Little Big Planet sur la PlayStation 3, j'avais 14 ans. Hein. Je chassais des trophées. Hein. J'ai 27 ans, de mon côté, on n'est pas la même génération. Non, j'ai 10 ans de plus, mais j'ai commencé tôt. Tu vois, c'est ce que j'aime dire d'ailleurs à tous mes étudiants en master, c'est que je suis très heureux d'être leur prof, mais j'ai pas de master. Je me suis arrêté en licence. Tous mes camarades ont continué quasiment master, et dès l'année suivante, j'embauchais en alternance mes anciens camarades de promo qui finissaient leur master dans ma boîte. Donc c'était cool. Mais j'ai déjà un peu roulé ma bosse depuis 15 ans maintenant. Ça marche. Bah écoute, du coup, donc tu nous expliques qu'en 2017, toi, tu te mets au crypto, du moins tu surveilles. C'est Tu ça. avais pour ambition potentiellement de faire un virage crypto, parce que je pense que de toute façon, n'importe quel esprit entrepreneurial ou curieux a envie de faire quelque chose de cet écosystème. C'était mon cas aussi. Je suis rentré fin 2016 de mon côté, décembre 2016. Donc moi, c'était dans un contexte un petit peu différent. Tu vois, tu parlais de géopolitique. Bah moi, c'était l'affaire Mega Upload, parce que j'avais beaucoup de données sur Mega Upload. Je suivais Kim.com, qui est d'ailleurs un gamer Call of Duty. Donc tu vois, on vient du même monde, même si bon, lui c'est un peu différent. Je sais qu'il a traîné dans des business visiblement cracra. Ça, je l'ai appris sur le tas. Mais si tu veux, je sais qu'il avait pour ambition de lancer Mega Upload 2 en se servant de Bitcoin comme de Layer 1, on va dire, pour initier des paiements sur Mega Upload 2. Donc, je me suis intéressé à son cas, le fait qu'il se fasse geler des fonds, donc qu'il n'ait pas eu la possibilité de créer son ICO, etc. Et en fait, en 2017, j'ai bouffé de la crypto à fond de mon côté. Et tu le sais d'ailleurs, en 2017, quand il était question d'une solution blockchain escalable et avec des frais bas et basse latence, il n'y en avait pas, en fait, en réalité. Hein. Il y avait, je crois, c'est Omni, l'espèce de layer 2 par-dessus Bitcoin qu'utilisait Tether à l'époque. Et il n'a jamais confirmé. Ouais, tout à fait. Mais il y avait ça, il y avait Stellar Lumen, mais il n'y avait rien. Et je te parle de ça puisque pour ceux qui nous écoutent, donc toi, tu as choisi Phantom. Et on en parlera pas tout à l'heure, ouais. Ouais, on va en parler après, mais du coup, comment tu t'es branché un petit peu à cet écosystème crypto, toi, en 2017-2018? Comme je t'ai dit, au départ, je me suis intéressé à BTC, hein, comme la plupart d'entre nous. Et en fait, j'ai pas peur de le dire, et je trouve qu'il y a une dimension très intéressante dans cette qualification. Je suis opportuniste. Je sais sentir les bons coups, comme j'ai senti le Web 2, je sens le Web 3. Et derrière cet opportunisme, dans le bon sens du terme, saisir les opportunités, j'ai très vite compris que derrière cette technologie, voilà, c'était pas de la prospective, c'était quasiment de la balistique de savoir qu'elle allait devenir le sous-jacent technologique de tout l'Internet mondial. À partir de ce moment-là, on a compris qu'il fallait absolument, enfin j'ai compris qu'il fallait absolument que je m'intègre à cet écosystème, que je comprenne déjà cet écosystème. Donc c'est aussi un des avantages de cette industrie et de cet univers, c'est que tout est disponible en ligne grâce à des gens comme toi, grâce à des gens comme Owen, etc. Ouais. Donc il y a d'ailleurs, je le salue, je lui passe le bonjour à notre ami Asher, qui est devenu un bon pote parce qu'on s'est rencontrés lors d'une conférence, je crois en 2019 à Monaco. On a passé une nuit ensemble à papoter, à discuter, machin, géopolitique. Et depuis, on ne s'est pas lâché. Et à chaque fois qu'on se voit, c'est avec beaucoup de plaisir, même s'il est très pris, et moi aussi. Mais c'est très cool. C'était quoi cette conférence Monaco? Je te coupe 2 secondes. C'était le Monaco Blockchain Summit, le truc comme ça? Bah, j'y étais, tu vois. Ah ouais? J'y étais, on s'est pas vu. Ouais, j'y étais. C'est la première fois que j'ai rencontré Owen. Il y avait Krill aussi. Il y avait Krill.io. Il y avait Krill aussi, ouais. Il y avait Kexel Scorp Girl aussi pour
Pour la petite aparté. J'étais assez choqué. On commençait le bear market, mais ça chassait les gros portefeuilles à cette époque-là. Bref, Ouais, mais continuons. il y en avait qui avaient fait des belles années déjà auparavant. Ouais. Et si tu veux, à ce moment-là, j'ai commencé à diguer certains projets, à rentrer sur un certain nombre de projets. Et c'est comme ça que j'ai commencé à investir dans Phantom, bien sûr. J'ai entendu parler de Phantom très très early parce que Adam Bujema, qui est le head of blockchain de Retrib et qui est un ami, on se connaît depuis 2019. C'est un ancien développeur de la Phantom Foundation, donc il m'en a parlé très early. Je suis rentré, il faisait moins de 2 centimes, si tu veux. Je suis rentré sur Elrond aussi, quand c'était encore le ERD, quand il s'est fait lister sur Binance, parce que Owen aussi m'en avait parlé, et puis comme à beaucoup d'ailleurs. Et je suis rentré aussi sur des projets comme Aave, dont l'un des cofondateurs est un pote de lycée. Je connais très bien son père, et donc je suis rentré aussi sur Aave quand ça s'appelait Lend. Bien m'en a pris, je suis juste sorti un peu trop tôt, mais je suis quand même sorti à $100, donc c'était pas inintéressant. Et puis je suis rentré sur Davax, sur des Solana, sur Cake aussi au tout début, presque par hasard, BNB quand c'est sorti, enfin bref. Donc t'as mangé du Layer One, voilà, c'est surtout ça le message. J'ai mangé du Layer One, effectivement, et aujourd'hui, si tu veux, dans ma compréhension de l'écosystème blockchain aujourd'hui, je fais souvent cette métaphore à mes étudiants. On a assisté jusqu'en 2018-2019 à une première vague migratoire ou colonisatrice du Nouveau Monde, un peu comme on avait les caravelles qui partaient, si on s'attache au récit historique, traditionnel de Christophe Colomb qui paraît que ces caravelles, et c'était que des Layer One qui arrivaient, qui posaient les infras, les routes, les voies ferrées, les buildings, etc. Et là, je pense qu'on arrive dans une nouvelle phase où on a suffisamment de Layer One, on a suffisamment d'infrastructures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais en tout cas, il y en a déjà assez. Et maintenant, c'est l'applicatif qui va venir. C'est des systèmes de paiement, c'est des systèmes d'assurance, c'est tout l'applicatif qui va venir s'enrichir. Et donc, il y a une nouvelle vague de caravelles qui quitte l'ancien monde pour aller dans le nouvel monde. Malheureusement, il apporte aussi avec lui son lot de déviance, entre guillemets. Voilà, il n'y a pas que des beaux projets, il n'y a pas que des belles intentions derrière tous ces projets-là. Il y a des chercheurs d'or et il y a aussi dans le lot des projets qui façonneront le monde de demain. Et j'espère que Retrip sera un de ceux-là. Yes, d'ailleurs, tout à l'heure, tu me disais que tu avais bien compris la technologie Bitcoin. Moi, j'ai une question pour toi, si tu devais me répondre sincèrement. Est-ce que tu étais en 2017 un Bitcoin convaincu ou un crypto convaincu? Je suis un blockchain convaincu. Ok. Je suis un blockchain convaincu. Je sépare la crypto de la blockchain. La crypto, c'est la marque. C'est la marque de voiture. Enfin, il y a 99% des cryptos n'ont pas de blockchain propriétaire, si tu veux. Elles fonctionnent sur des layer one. Peut-être 15% d'entre elles fonctionnent aujourd'hui sur Ethereum et 5% fonctionnent sur d'autres. Mais globalement, je suis un blockchain convaincu. Je suis convaincu que cette technologie, dans toute sa diversité d'ailleurs, va être le sous-jacent technologique de tout l'Internet mondial. Je ne suis pas un dogmatique de la décentralisation. La preuve en est, c'est que Retrib, c'est une couche centralisée qui fonctionne au-dessus d'un layer décentralisé. One, qui est d'ailleurs un peu centralisé, 58 validateurs Phantom aujourd'hui. Ouais. Ils n'ont pas le plus haut niveau de décentralisation, ça c'est sûr, comparé à d'autres. Mais voilà, je pense que avant toute chose, ce qui est important derrière tout projet, que ce soit un projet d'infrastructure ou que ce soit un projet d'applicatif, c'est l'intention qui est donnée à ce projet. Tu vois, il y a un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage. Et il faut que d'ailleurs les deux soient bien raccords sur l'intention qu'ils veulent donner, parce que parfois le maître d'œuvre n'est pas conforme à ce que a dicté le maître d'ouvrage et inversement. Donc, tu vois, tu as celui qui a l'intention initiale, celui qui code cette intention initiale. Et in fine, c'est l'intention qui prime sur tout le reste. Parce qu'il y a plein de projets, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a plein de projets qui sont détournés, qui sont techniquement intéressants, très décentralisés, mais qui dans l'absolu servent des intérêts ou des intentions qui sont plutôt néfastes. Quand je vois tous les protocoles de DeFi, il y en a plus d'un, honnêtement. Je pense que le monde se passerait sans aucun problème d'eux. Mais c'est toujours pareil. Après, de toute façon, on l'a vu avec la bulle ICO en 2017, il y a les premiers qui ont juste tout compris et qui en ont plus ou moins profité. Je dis plus ou moins parce que tu vois, par exemple, la question se pose du cas EOS
qui a été une des ICO, peut-être même l'ICO qui a levé le plus d'argent. Moi, dans mon année 2017, comme toi, j'étais très friand de nouvelles technologies, donc très hype par des Polkadot, des Cosmos, des EOS, des Tezos, etc. Et EOS, je m'attendais vraiment à ce que ce soit potentiellement le fameux Ethereum killer, puisqu'à l'époque, je n'avais pas des fondamentaux aussi balèzes que maintenant, et je dis balèzes à mon petit niveau, hein, attention. Je sais que par rapport à d'autres, c'est très léger, mais tu vois, EOS, au final, ils ont levé, ils ont sorti une blockchain, et puis c'est pas passé grand-chose. Et Dan Larimer, pourtant, son créateur, il était là avant, il est encore là aujourd'hui, et c'est particulier. Parce qu'une blockchain, elle n'a d'intérêt que si elle est utilisée. Et pour qu'elle soit utilisée, il faut de l'applicatif. D'ailleurs, je pense que les nouvelles blockchains ont compris. C'est des écosystèmes qui sont autour de la blockchain qui donnent du sens à cette blockchain. Si aujourd'hui Phantom est une blockchain qui est dans la hype et qui a une dynamique qui est très forte, c'est parce que, bon, il y a plein de raisons à ça, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est parce qu'il y a un écosystème qui est fort, qui est en train de se construire autour. C'est le cas aussi d'Elrond, c'est le cas aussi de Polkadot. Voilà, c'est l'usage qui fait la force d'une blockchain. Ouais, construire un autoroute, c'est une chose, mais s'il n'y a aucune voiture qui roule dessus, il ne sert à rien. C'est juste un tapis de goudron, si tu veux. Donc c'est ça qui est pertinent, c'est l'écosystème qu'ils sont capables de créer autour de leur infrastructure. Et je pense qu'il était trop tôt pour plein de layer 1. J'ai la même vision que toi. Après, trop tôt, je sais pas, mais en fait, ce qui est de rigolo, c'est que tu as la vision Ethereum, et tu sais qu'Ethereum a plein de défauts pratiques. C'est-à-dire que c'est la décentralisation, c'est la vision de la décentralisation. Mais tu vois, moi, à l'époque, je devais benchmark un Layer 1, donc une solution blockchain qui permettait d'avoir suffisamment de décentralisation et de capacité pour faire du micro-paiement, du paiement transfrontalier, etc. C'est aussi pour ça que j'ai été suivi par ton projet à l'époque. Et Ethereum ne remplissait pas les cases. C'était trop lent, 13 secondes de block time, et c'est même pas la finalité. Ça coûte trop cher, c'est pas scalable. CryptoKitties est arrivé, il y a tout qui a saturé. C'était pas tenable, donc on a essayé de regarder Stellar Lumen. Pareil, c'était pas ergonomique, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Stellar Lumen est un fork de Ripple. Et Stellar Lumen, quand vous voulez créer des jetons customisés sur Stellar, imaginons le Capet Coin, à chaque nouveau compte créé, il faut créer le nouveau compte, envoyer des XLM dessus, et ensuite autoriser de recevoir des jetons customisés type Capet Coin pour pouvoir les recevoir. Donc ça fait beaucoup d'étapes. C'est pas, tu dis à un copain, crée-moi un wallet, et puis je t'envoie l'argent, et tu peux déjà utiliser. Donc à l'époque, avant 2019, il y avait franchement rien au rendez-vous, et puis d'un coup on a vu du Solana. Moi c'était ça que j'avais surtout à l'œil. J'ai mon ami Ponzi qui me parlait de Phantom à l'époque déjà, puisqu'on parlait de DAG justement, de graphe acyclique orienté, et puis on a vu Avalanche, etc. Et IOTA, ouais. Qui a été un des pionniers sur ces sujets-là. Mais clairement, il y a un problème structurel. Il y a un problème structurel dans la blockchain qui fait que c'est une technologie, en tout cas sur ses versions primaires, c'est une technologie qui est pas faite pour être mainstream. C'est une technologie qui n'est pas faite pour être intégrée à de la transaction et à du flux quotidien sur du micro-paiement ou de la micro-transaction comme dans l'IoT ou ce genre de choses. Donc, ça a des propriétés qui sont extrêmement intéressantes, et le Bitcoin a des propriétés qui sont juste fabuleuses, et Ethereum a des propriétés qui sont juste fabuleuses, mais qui ne sont pas faits pour de la vélocité et de la scalabilité. En tout cas, pas à l'échelle de services comme ceux qu'on essaie de créer. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur le sujet, mais on pourra parler du choix aussi d'infrastructure, bien sûr. Bien sûr. Donc, du coup, on a fait le cas des études, un petit peu professionnel. Moi, j'aimerais, avant qu'on continue, que tu me parles un petit peu de ce qui te passionne aussi, puisque tu es entrepreneur, tu as choisi Retrib, ça aurait pu potentiellement être un autre projet, j'imagine, mais pourquoi justement t'être lancé là-dedans et ta passion? C'est peut-être malheureux, mais j'ai pas de passion. Tout me passionne. Tout me passionne. Et comme tout me passionne, je suis curieux de tout. Tout m'intéresse. Que ce soit la géopolitique, que ce soit la science, que ce soit l'art, tout m'intéresse dans l'absolu. J'ai pas de passion parce que souvent, je trouve qu'avoir une passion, c'est très limitatif, très restrictif. On devient un expert de son petit carré et on a du mal à en sortir. Du coup, tout m'intéresse, et je pense que c'est cette curiosité qui fait que j'ai... Et aussi, je pense aussi mon côté entrepreneurial qui fait que j'ai pas hésité à me lancer dans l'aventure de créer un système de paiement ad hoc
en me disant, OK, why not? Ouais. Ce monde n'est qu'un vaste jeu de Monopoly, ce ne sont que des règles humaines dans l'absolu. Bah, si ces règles ne me conviennent pas, je peux aussi décider potentiellement de créer quelque chose d'autre. Donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec Retrip, c'est d'essayer de créer. Et ça, dans l'absolu, ça me passionne. Ça me passionne de me dire, OK, je tente, j'y vais, et j'emmène avec moi non seulement toute des talents qui m'accompagnent au quotidien et qui sont extraordinaires, mais en même temps toute une communauté qui et je trouve, je vais en faire une petite parenthèse là-dessus, mais je trouve assez exceptionnel pour participer à plein d'autres communautés, pour être dans plein d'autres réseaux, pour être dans plein de comptes Telegram. Je trouve assez exceptionnel notre communauté chez Retrib parce que déjà, ils sont très long terme, ce qui est en général rare dans l'écosystème. Et en plus, ils ont fait l'effort de bien comprendre ce qu'on était en train de faire. Et je pense que ça a matché parce que pour une fois, ils se disent, OK, certes, c'est un projet, certes, peut-être qu'on fera de l'argent avec, et certains ont déjà fait du x60, donc tant mieux pour eux, et on est tous très contents. Mais honnêtement, surtout derrière, ce qui ressort, c'est qu'ils ont compris que ça avait un lien avec l'économie réelle, avec le réel, et qu'en plus, ça portait des intentions qui vont dans le sens qu'on peut tous souhaiter dans l'absolu. Il y a deux green lights que j'ai identifiés moi en tant qu'investisseur. C'est effectivement le réel, et on le voit, hein, les gens, dès que ça se branche au réel, qu'on n'est pas dans ça repose sur rien, tu sais, ces cochonneries, ça leur parle. Et également le côté écologique, puisque on entend beaucoup vis-à-vis des crypto-monnaies que ça pollue, ça sert à rien. Et toi, t'es exactement à l'inverse, quoi. Mais tu vas nous expliquer ça juste après. Non seulement par le modèle, mais en plus de ça, c'est un sujet que j'ai bien couvert, c'est un sujet que j'ai étudié. Je veux dire, comment, parce que les médias mainstream, entre guillemets, obéissent à un narratif qui vise à décrédibiliser les cryptos, mais comment cette industrie qui est clairement représente une empreinte carbone qui est juste stratosphérique. J'ai fait un article sur le sujet assez détaillé sur mon compte LinkedIn. J'invite tous ceux qui voudraient le lire à aller le lire. Ça s'appelle bombe crypto-carbonée ou crypto-écologie. Et clairement, j'ai passé au crible le truc. Et voilà, enfin, tu as tous les rapports d'Oxfam qui montrent que les 4 banques françaises, juste les 4 banques françaises en termes d'empreinte carbone, c'est à des années-lumière de ce que représente le Bitcoin qui est si souvent décrié. Et bien évidemment, aujourd'hui, on a en plus des layers qui consomment des quantités, grâce au Proof of Stake, des quantités d'énergie qui sont largement inférieures. Donc bon, c'est tout un sujet. Mais d'ailleurs, je pousse l'ADAN, mes amis de l'ADAN, avec qui je suis en contact régulièrement, à prendre à bras le corps ce sujet, parce que on se fait attaquer régulièrement là-dessus, quoi. Bah, c'est nécessaire, mais c'est parce qu'on a besoin de métriques. Après, moi, je peux comprendre l'attaque de front, qui est de se dire, ouais, mais le système bancaire, il sert le monde entier aujourd'hui. Les cryptos, ça sert pas grand monde à part les spéculateurs à un instant T, les spéculateurs et les opportunistes. Mais si tu veux, c'est toujours une question de vision. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, tu es opportuniste, moi aussi. Moi aussi, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que j'aime bien regarder un peu plus loin que le bout de mon nez. Pour la petite parenthèse, à l'époque, enfin même toujours aujourd'hui, je joue aux jeux vidéo, et la question de l'e-sport, de la compétition de jeux vidéo, elle était absolument évidente pour moi, même quand j'étais tout petit. Twitch, c'est pareil, je jouais à des jeux vidéo, je voulais que n'importe qui soit capable de me regarder jouer, et Twitch est sorti. Et dans les deux cas, en fait, Twitch, au début, Je Signe TV, c'était crado, c'était de la 360p, ça ressemblait à rien. Il te restait à l'arrivée juste le côté chat. Et pour ce qui est de l'e-sport, il n'y avait pas beaucoup de budget. C'était un truc de méga niche, et puis à un moment donné, il y a eu un boom de l'e-sport parce qu'il faut se projeter. Et dans le cas des crypto-monnaies, on est convaincu que c'est le début et qu'on va aller plus loin que de simplement spéculer. On est en train de revoir ce que c'est que la spéculation, l'incentive économique, comment driver les gens dans une direction pour que ça serve leurs intérêts à eux en tant qu'investisseurs, et aussi les intérêts du projet, bien entendu. Moi, c'est ça qui me plaît beaucoup dans cet écosystème. Je vais te dire, je vais même aller plus loin. Le fait qu'une industrie ait besoin d'énergie ne me pose aucun problème. Toutes les industries consomment de l'énergie. Et si une industrie présente des aptitudes à remplacer l'industrie financière dans sa globalité, Bitcoin sur les échanges internationaux, et puis toutes les autres crypto-monnaies qu'on pourrait imaginer, qui existent déjà ou qui existeront pour remplacer les systèmes financiers conventionnels, honnêtement, vu le niveau catastrophique dans lequel ce système financier nous a plongé depuis 70 ans, ça ne me pose aucun problème, et je serais très content si toutes nos institutions bancaires traditionnelles venaient soit à être remplacées par de nouvelles institutions,
soit à intégrer un certain nombre de points de vue philosophiques de cette industrie-là. Donc voilà, donc je porte une accusation assez nette et franche sur l'industrie financière actuelle. Mais à sa décharge, Ok. ces acteurs-là n'ont pas du tout été pensés pour prendre en considération les enjeux sociaux, environnementaux, etc. Le deuxième point sur lequel je répondis par rapport à ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de spéculation dans cet écosystème et ça fait partie du jeu, entre Ouais, je guillemets. trouve aussi. Mais là où ça ne me pose pas de problème, c'est que au moins, ça a le mérite d'éduquer financièrement les masses. Et on n'a jamais, tu vois, quand tu te dis qu'aujourd'hui, alors que c'est paradoxal parce que c'est l'organisation la plus centralisée du monde, mais quand tu te dis qu'un discours de la Fed est plus suivi qu'un match de foot, tu te dis waouh, what the fuck, qu'est-ce qui se Mm. passe? Comment ça se Mm. fait qu'on en est arrivé là? Bah, c'est parce que justement les cryptos poussent par le biais spéculatif, par l'appât du gain pour beaucoup, et il ne faut pas le nier, et bah, poussent ces gens-là à s'éduquer financièrement, à comprendre comment fonctionnent les flux, à comprendre comment est-ce qu'on sécurise son argent, à comprendre comment est-ce qu'il circule. Et ça, c'est la meilleure manière de lutter contre la mainmise et le pouvoir très concentré des institutions financières actuelles. Ouais, bah c'est surtout que moi, ce qui m'a beaucoup séduit sur Bitcoin, c'est ce côté traçable, d'ailleurs. Le fait qu'on a un nombre fini de jetons, que ce soit très simple, parce que finalement, l'émission monétaire de Bitcoin, elle est d'une simplicité vraiment déconcertante. Il n'y a pas de règles alambiquées. Et le façon de suivre les flux de transactions, c'est très simple aussi. Et je trouve ça vraiment bien, parce que, tu sais, il y a une question qui se pose, hein, je vais faire mon petit complotisme, mais pas longtemps, je te rassure. C'est où va le pognon? Tu vois, on paie des impôts, on a des rapports, on a des morceaux de leaks qui tombent par-ci par-là dans les médias, mais franchement, on ne sait pas trop comment il est émis, comment il est réencaissé, où il part, dans les poches de qui. C'est du grand n'importe quoi. Alors que dans le cas de Bitcoin et Ethereum, tu vois tout. Tu vois tout. Et si tu veux vraiment savoir, tu finis par savoir. À la limite, où va notre argent des impôts? On pourrait se contenter de ce qu'on nous dit. Le problème, il n'est même pas de où va l'argent de nos impôts. Le problème, c'est comment ça se fait que des institutions non démocratiques, sur laquelle on n'a aucun pouvoir, créent autant de liquidités, ont la Mmh. capacité, en une fraction de seconde, de démultiplier la supply monétaire de notre zone monétaire. Sachant que on n'a aucun pouvoir de contrôle là-dessus, on n'a aucun pouvoir euh, aucun pouvoir tout court d'ailleurs dessus. Et in fine, là, demain, Excusez-moi. et c'est contextuel, aujourd'hui, on va nous expliquer que bah, d'abord le Covid, puis ensuite, maintenant la crise ukrainienne, vont Mmh. justifier absolument tout ce qui va se passer, l'inflation record, que ça va être de la faute de ça, et même le Bitcoin va être responsable du contournement Mmh, 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 mmh. des Tout à sanctions fait. européennes. Bref, et à aucun moment on est en capacité ou en droit de remettre en cause le système même de création monétaire. Et pourtant, il est là le problème, c'est que ce sont des institutions qui sont non démocratiquement élues, sur lesquelles les peuples n'ont plus aucune capacité de contre-pouvoir. Mais ça, c'est aussi, je dirais, le fait que, bah, comme tu le dis, si tu enlevais les cryptos, moi, personnellement, avant mon aventure crypto, j'étais complètement à l'ouest sur l'émission monétaire, les billets, les compteurs électroniques des banques, donc le rôle de la banque centrale, des banques commerciales. J'en ai aucune idée. Et en fait, on nous l'a pas appris. Si tu veux, on nous a appris plein de choses. Dieu merci, l'éducation nationale française nous a quand même appris pas mal de choses. On peut les remercier, ne serait-ce que le cas des mathématiques, tu vois, et une histoire à peu près correcte. Mais dans le cas de la monnaie, de l'émission monétaire et de l'histoire de la monnaie aussi, très important, on ne sait rien. On ne se posait pas de questions avant le cas des cryptos. Et en fait, bah, Bitcoin est sorti. Et Bitcoin a chamboulé pas mal de choses. Moi, je le compare constamment à l'or, le Bitcoin. J'essaie, comme je peux, l'expliquer à mes parents. Pourquoi je le compare à l'or? Qu'est-ce que c'est l'or d'un point de vue monétaire? Pas en tant que conducteur d'électricité ou pour des bijoux, mais bien d'un point de vue monétaire. Et c'est pas toujours évident. Et dans le cas Bitcoin, bah, c'est très très évident. Il y en a 21 millions, pas un de plus, pas un de moins. C'est ce que je te dis, on assiste à une rééducation des masses à travers les cryptos et grâce à la blockchain, on assiste à une rééducation des masses sur ces sujets financiers. Et c'est pour moi juste ce point-là, même coupé de tous les autres points positifs, juste ce point-là justifie pleinement l'émergence de cet écosystème et de cette technologie.
Sur quoi on enchaîne, Jérém? Donc, j'avais pris des petites notes. Donc, on a déjà répondu à ce point-là. Bah, écoute, je te propose d'enchaîner directement par Retrib. Comment t'en es arrivé à Retrib? Comment t'en es arrivé à Phantom? Même si tu nous l'as expliqué un petit peu tout à l'heure dans les grandes lignes. Donne-nous un petit peu plus de détails. Déjà, qu'est-ce que c'est Retrib? Comment t'en es arrivé là? Et pourquoi Phantom? C'est parti. Bah, écoute, Retrip, c'est simple. Ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train d'essayer de réinventer le paiement. On est en train d'essayer de créer le maillon paiement d'une chaîne de consommation qui, elle, se veut globalement de plus en plus responsable. Et j'ai, entre guillemets, grande confiance dans les nouvelles générations qui arrivent, parce que je le constate avec tous les étudiants que j'ai tous les ans, etc. Je vois qu'il y a une prise en considération de ces sujets sociétaux qui sont majeurs, sociaux et environnementaux. Tu vois. Si je reviens sur la genèse du projet, on revient sur ce que j'étais en train de t'expliquer. On est en 2017 et je suis en train de me questionner sur ce que je vais faire. Et fin 2018, après mon année sabbatique, je suis avec un de mes amis qui va devenir un de mes cofondateurs et qui est un de mes anciens lead dev dans mes précédentes boîtes. On est en train d'aller chercher une pizza à Bordeaux et comme d'hab, on est en train de refaire le monde. On est en train de faire un constat très acide sur l'hyper-financiarisation de nos sociétés, que rien n'a été retenu depuis la crise de 2008, que globalement, nos institutions financières sont en train de nous faire plonger dans les abysses progressivement, que les dettes s'accumulent, les dettes publiques, les dettes privées, enfin bref, c'est une Bah, c'est cata le business quasiment. model, hein. C'est le business Oui, model, oui, hein. C'est le business de clairement. la dette. C'est le business de la dette. Donc c'est clairement Mm. une trajectoire qui nous amène vers une crise financière majeure, globale, etc. Et en fait, au moment où on va pour payer cette pizza, je dis à mon pote mon pote Saya, je lui dis, écoute, c'est simple, nous, individuellement, on n'a aucune prise sur cette industrie. On a été complètement écarté de la gouvernance de cette industrie. Et individuellement, en plus, on ne comprend pas ce qui se passe. Hein. Honnêtement, qui est capable d'expliquer comment fonctionne la finance aujourd'hui, trading à haute fréquence, shadow banking, etc. Bon, je suis monté en skills depuis, mais clairement, à l'époque, voilà, en tant que simple citoyen, on n'a pas d'emprise là-dessus. Et au moment où je paye ma pizza, le commerçant, ce qui paraît absolument impossible aujourd'hui, deux ans et demi après, mais le commerçant refuse ma carte bleue parce que la pizza coûtait 14 € et qu'il ne prenait pas la carte bleue en dessous de 15. Tous les cafés parisiens faisaient exactement la même chose il y a encore peu. Et derrière ce refus, je comprends deux choses. La première, c'est que le paiement, c'est la racine de notre relation à cette industrie. Que tu sois pauvre ou que tu sois riche, tout le monde paye. Et tout le Ouais, monde bien sûr. paye aujourd'hui de manière numérique. La deuxième chose que je comprends, c'est que derrière ce refus, il y a des frais. Des frais qui sont indolores et quasiment invisibles pour nous, même si on se doute bien que le commerçant, il nous les répercute dans le prix d'achat, dans l'absolu, dans le prix de vente. Mais ces frais, en réalité, ils sont colossaux. Et comme on est dans une société, des sociétés qui sont de plus en plus cashless et qui tendent vers une numérisation à marche forcée du paiement, et puis il y a les CBDC au bout de la ligne qui nous attendent, Ouais. mais ça représente une rente qui est absolument considérable. En gros, pour vous la faire courte, d'ici 2030, ça représentera 2900 milliards de dollars de marché. Et d'ici À 2 travers le ans, monde? à travers le monde, Ouais. 2900 milliards. Et d'ici 2 ans, on atteindra les 1093 milliards de transactions numériques. Donc voilà. Donc en fait, on a un marché qui est juste colossal et il y a une rente absolue de tous les acteurs qui se partagent ce marché du paiement. D'ailleurs, si tu peux partager la petite pomme que je t'ai envoyée tout Ouais, à l'heure, bien sûr. parce qu'elle symbolise bien le paradoxe dans lequel on est en train de vivre. Si tu veux, si je Alors prends attends, l'exemple, je gère. vas-y, je t'en prie. Tu me Je dis si gère tu ça. arrives. Continue, t'inquiète pas. C'est pas grave. En gros, si tu veux, si on prend l'exemple d'une simple pomme, cette pomme, quand on va vouloir l'acheter chez un commerçant, bah, en tant que consommateur, conscient, éclairé et de plus en plus responsable, eh ben, on va vouloir acheter cette pomme sans OGM. On n'a pas envie de bouffer des pesticides non plus, donc on va essayer de l'acheter biologique. Et puis en plus, on va espérer que le commerçant chez qui on l'achète, que ce soit Carrefour, Franprix, Monoprix, peu importe, s'engage à rémunérer correctement le producteur qui lui a vendu. On n'a pas envie, Ouais. je sais pas, d'acheter une pomme dont le producteur s'est pendu la veille parce qu'il n'avait pas été capable de payer ses factures et qu'il a été pris à la gorge par la grande distribution. On veut du commerce équitable, tu vois. Bah ça, c'est le what, c'est le produit qu'on C'est achète. pas facile, hein. Là déjà, écoutez bien les gars, hein, parce que il fait son speech. Moi, je viens de cette industrie du paiement. C'est
Bon, tu vas tout nous Ah, expliquer, hein, mais je te laisse bah, ça, reprendre. C'est un truc de ouf. ça, c'est le watt que tu achètes. C'est le watt responsable, que ce soit une pomme ou que ce soit du lait, tu achètes un produit que tu considères comme étant plus responsable, plus social. Peut-être que c'est du produit qui vient d'un producteur local ou ce genre de choses, d'accord? Mais paradoxalement, le moyen de paiement avec lequel tu vas l'acheter, c'est le même que celui qui a 40 ans. C'est une carte de crédit aujourd'hui. Et cette carte de crédit, Oui, systématiquement, à chaque fois que tu vas payer, elle va enrichir 3 acteurs. Le premier, c'est la banque du commerçant, qui va capter les frais de transaction, mais qui va les redistribuer en partie à ta banque et au oui, réseau Visa ou Mastercard, qui yes. sont en situation de duopole, globalement. Et, Donc, à chacune, dedans, tu m'as pas compté le terminal de paiement, souvent type Ingenico Verifone. il y a le terminal de paiement avec un abonnement, etc. Ouais, Mais mettons-le à part, parce que dans l'absolu, ok, même si c'est répercuté au consommateur, je vais m'attacher juste à la transaction. Donc, à chaque ouais. transaction, on rémunère ces acteurs-là. Et c'est des acteurs qui sont au sommet de l'asymétrie entre impact sur le monde d'un côté et prise de responsabilité. Ce sont des acteurs qui financent les énergies fossiles, qui créent de la dette, qui ont des emprises sur des États, qui financent, bref, tout un tas d'activités dans lesquelles Mhm, que toi, tu n'as vraiment pas envie de financer. Et qui mhm. sont en totale contradiction avec les valeurs qui sont les tiennes quand tu as acheté cette pomme sans OGM, biologique, en commerce équitable. Donc systématiquement, tu les enrichis. Et ben, Retrip, si tu veux, c'est ça. L'idée, c'est de créer le maillon paiement d'une chaîne de consommation qui se veut de plus en plus responsable. Tu veux acheter une pomme sans OGM, biologique et dans commerce équitable? Utilise un moyen de paiement qui partage les mêmes valeurs que toi. Et Mhm. donc, en gros, si tu veux, aujourd'hui, tous les acteurs du paiement veulent leur part du gâteau. Je t'ai parlé, je t'ai donné les chiffres, c'est colossal comme marché. Les GAFAM en tête, c'est pour ça que Facebook s'y intéresse, c'est pour ça que tous les acteurs, Apple, etc., souhaitent intégrer le paiement dans leur stratégie de développement. Tous veulent une part du gâteau, mais il n'y en a aucun qui est prêt à remettre en question la recette du gâteau. Tous, sauf Retrip. Et c'est là qu'on intervient. Et l'idée de Retrip, si tu veux, c'est de créer le premier moyen de paiement qui va s'affranchir des réseaux Visa et Mastercard parce qu'on va s'appuyer sur un autre type de réseau qui est un réseau blockchain, qui est celui de Phantom. Et nous, ce qu'on va proposer, c'est une interface et un service qui va permettre de payer cette même pomme auprès du commerçant. On va nous aussi prélever une commission aux commerçants. Cette commission, elle sera plus faible parce qu'il y aura moins d'intermédiaires, donc elle sera plus intéressante. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, les commissions, c'est entre 1,5 et jusqu'à 5%. PayPal, par exemple, c'est 3,75% qui est prélevé à chaque transaction. Bah, l'idée Ouais. de Retrip, c'est de proposer une commission qui va être située entre 0,9 et 1,5 maximum. Mais la particularité, c'est que sur chacune des commissions qui sont prélevées par Retrip, systématiquement via un social smart contract, on en redistribue un tiers au financement de projets sociaux environnementaux. Les commissions, elles sont supportées par les commerçants. Pour l'utilisateur, il n'y a pas un coût. Même si c'est on-chain, c'est Retrip qui supporte les gaz et les frais de transaction. Donc pour Ok. l'utilisateur, c'est totalement transparent. C'est du 100% free et gratuit. C'est le commerçant qui paye les commissions. Retrip supporte les gaz et sont intégrés bien évidemment dans les commissions. Et sur cette commission, il en reverse systématiquement un tiers au financement de projets socio-environnementaux. Et si ça ne coûte pas un centime de plus à l'utilisateur, par contre, il a la possibilité, de manière collaborative, de venir choisir directement sur son wallet, parmi une sélection de projets, les Ok. projets qui lui tiennent à cœur. Et donc, c'est lui qui oriente le financement. Donc, en fait, si tu veux, euh, avec un modèle comme celui-là, tu peux tendre vers une croissance infinie. Tu auras une contribution sociétale qui Ouais. elle-même sera infinie. Pour parvenir à mettre en place ce modèle, on s'appuie sur 2 piliers. Je t'en ai parlé. Le premier, c'est la tokenisation de la transaction grâce à Phantom. Et la Mhm. deuxième, c'est les faibles coûts des transferts par virement. En gros, si tu veux, le protocole de Retrib, il fonctionne un peu comme une light chain, mais au lieu de fonctionner au-dessus d'une blockchain, il fonctionne directement au-dessus du protocole de virement SEPA. On va construire un réseau de stablecoins multilocal qui sont collatéralisés à 1 pour 1, je vais peut-être perdre certains, mais sur la monnaie locale de l'utilisateur. Ça veut dire qu'on a un token qui est utilisé à l'intérieur du service, qui a la même valeur que l'euro quand on est en zone euro. Donc, il vaut 1 euro à Mhm. Paris. Quand on est à Londres, il vaut 1 livre sterling. Quand on est à Genève, il vaut 1 franc suisse, etc., etc. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'effort de conversion pour l'utilisateur. Il a l'impression d'utiliser sa monnaie locale. Il paye le commerçant collecte les tokens,
Et au bout de 72 heures, on va purger les tokens qu'il a collectés, on va les burn, et on va lui envoyer un seul et unique virement, qui lui coûte beaucoup moins cher que toutes les transactions par carte bleue, un seul et unique virement de l'ensemble des transactions qu'il a collectées. Alors, Moins de commission. je te reprends. Déjà, deux choses. Est-ce que vous arrivez à nous suivre, le chat? Là, on a notre petit échange entre nous avec Jérém. Moi, je le suis jusque-là parce qu'il m'a déjà pitché le projet et je vois très bien de quoi il s'agit, mais est-ce que vous arrivez à nous suivre? Et j'ai une question pour toi, Jérém, le temps que le chat nous réponde. Tu nous dis que le commerçant va faire de lourdes économies par rapport à du paiement par carte. On parle de quel niveau d'économie? Aujourd'hui, le commerçant, il se fait amputer de combien? Et avec Retrib, il serait question de combien? Je t'ai dit, c'est globalement aujourd'hui, les paiements par carte, c'est entre 1,5% et jusqu'à 5% du montant de la transaction. Et je t'ai donné l'exemple de PayPal où on est à 3,75%. Retrib, on va se situer entre 0,9% et 1,5%. Ok. Et même en ayant une tarification qui est jusqu'à 2 fois moins chère que la concurrence, on est en capacité de redistribuer un tiers de ce montant à des projets socio-environnementaux. Tu sais, j'ai été interrogé sur Twitter il y a quelques heures par quelqu'un qui me disait pourquoi est-ce que Retrib donne pas, Visa vient de donner 2 millions de dollars à l'UNICEF dans le cadre du conflit, etc. On nous demandait pourquoi est-ce que Retrib ne fait pas la même chose. Bon, déjà parce que Retrib n'est pas lancé et que c'est jamais une bonne idée d'utiliser l'argent qui est nécessaire au développement pour le donner. Aussi altruiste que ce soit, avant de pouvoir aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même et développer quelque chose qui permet d'aider les autres dans la durée. Et la deuxième chose que je lui ai répondu, c'est que Visa, c'est 16 milliards de chiffre d'affaires en 2021, pardon, plus 10% par rapport à 2020. 16 milliards de chiffre d'affaires et c'est 12 milliards de net income, donc de revenus nets. Ouais. S'ils donnaient 30% de leur chiffre d'affaires, je te laisse imaginer ce que ça représenterait Bien sûr. en termes de donation. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ça fait pas beaucoup, 16 milliards en un an pour un processeur de paiement aussi gros que Visa. Ça m'étonne que ce soit si léger. C'est du chiffre d'affaires, c'est pas le flux qui traite. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est leur commission. Mais dans une transaction numérique avec ta carte bleue, en gros, si je schématise, admettons qu'elle soit de 1%, juste pour simplifier. Si tu avais 1% de frais de transaction au moment de la transaction numérique, il y aurait à peu près 0,4% qui irait pour la banque du commerçant, 0,4% pour ta banque et 0,2% qui irait pour Visa. Ah oui, c'est vrai ça. Ou Mastercard. Donc, ce n'est pas eux qui prennent le plus gros des commissions. C'est vraiment les banques qui prennent le plus de commissions. Mais comme ils sont quasiment sur tous les paiements, ça fait des volumes qui sont et à noter que Visa et Mastercard sont des créations des banques. D'ailleurs, c'est des réseaux qui sont devenus privés, mais initialement, ce sont les banques qui ont créé les réseaux Visa et Mastercard. Des banques américaines. Et ça fait toute la différence. Ouais, tout à fait. Des banques américaines. C'est vrai. Donc, en fait, c'est vrai. Donc, du coup, le token de Retrib, qui est un stablecoin d'une certaine manière, mais qui est ancré dans la devise de l'utilisateur, eh ben, ça devient l'actif qui circule au quotidien. Je paye ma baguette de pain, je paye mon déjeuner chez Paul avec mon token de main. Et la liquidité fiat monnaie, le flux fiat, lui, il est assuré par virement bancaire toutes les 72 heures de Retrib vers le commerçant. Ce qui fait qu'on fait un bridge, en fait. On a un pied du côté on-chain pour les transactions du quotidien et un pied du côté off-chain directement avec nos partenaires Banking as a Service pour assurer ce flux de paiement en virement SEPA de nos comptes de réserve vers le compte bancaire des commerçants. Et tu vois, ce que je trouve très intéressant avec Retrib, c'est au-delà du fait que ce soit, on rende mainstream la technologie parce qu'on la rend transparente. Les gens se foutent de savoir comment fonctionne la 4G, ils veulent Internet rapidement. Bah là, c'est la même chose. Les gens se foutent de savoir comment est-ce qu'on assure la transaction on-chain dès l'instant qu'ils sont en capacité d'assurer cette transaction et le commerçant dès l'instant où il est en capacité de recevoir sonnet, menante et trébuchante sur son compte en banque à la fin de l'opération. Donc, on rend le dispositif totalement mainstream parce que la blockchain est transparente, mais dans le même temps, et c'est ça qui est, je pense, extrêmement intéressant, c'est que tu n'es pas complètement en dehors du système. La problématique de beaucoup de projets du Web3, c'est qu'ils sont frontalement opposés à leur industrie d'origine. Or, s'il y a bien une expérience que j'ai tirée justement de toutes ces situations géopolitiques un peu complexes, c'est que sur les 25 dernières années, on n'a jamais réussi à apporter la démocratie où que ce soit avec des bombes au phosphore. Bah, t'essayes pas de faire changer la finance, on était frontalement opposé à elle.
Tu la fais changer si tu arrives à t'intégrer avec elle. Je suis Donc d'accord. nous, on a un pied dedans et on a un pied dehors. On va être une entreprise, on est une compagnie régulée, on est full public team, on est en train d'obtenir des agréments pour pouvoir opérer sur le territoire. Donc, on n'est clairement pas en opposition frontale à cette industrie. On essaye de lui apporter un changement de paradigme profond. Et je pense que c'est là où ça devient encore plus intéressant, Retrip. C'est que ce n'est pas juste un système de paiement. C'est qu'avec Retrip, tu changes le paradigme du capitalisme financier. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu étais dans une logique de make as much profit as possible. Ça, c'est, Ouais. tu vois, le Smith par excellence. On est dans le capitalisme par excellence. Avec Retrip, tu crées le make as much profit as possible to share. Crée autant de profit que tu peux pour aussi le partager. Et là, tu changes quelque chose de très profond. Tu corrèles, tu peux avoir une croissance infinie, tu auras une contribution sociétale qui sera elle aussi infinie. Et ce n'est pas anodin de reverser 33% de ton revenu. C'est considérable. Bien Si sûr. on suit nos projections, dans 5 ans, on sera peut-être amené à donner tous les ans 70 millions d'euros. Donc ça représente beaucoup d'argent. Alors, je vais enchaîner un petit peu avec mes questions parce que je sais que tout le monde ne comprend pas encore tout à fait de quoi il s'agit dans le chat. Donc, je vais faire ma couche de vulgarisation très rapidement avec le site à l'écran. Tu n'hésites pas à me corriger si je me trompe. Vas-y, Et je t'en prie. accessoirement, j'avais aussi une question avant de commencer. C'est aujourd'hui, donc, il est question d'un jeton de gouvernance, le TRIB, et un stable TRIB. Ça veut dire qu'il y a un seul stable qui est coté sur l'euro, le dollar, le franc suisse, ou tu as fait un stable euro, un stable dollar et un stable franc suisse. Comment ça se passe? Alors, pour l'instant, il n'y aura pas de stable dollar. Pour plein de raisons, Okay. là aussi géostratégiques, c'est que quand tu intègres du dollar, que ce soit sur un stable ou autre chose, tu rentres sous juridiction américaine. Et pour l'instant, en ayant concurrencé Visa et Mastercard, c'est pas forcément la direction qu'on a envie de prendre pour l'instant. Le monde est assez vaste et il y a suffisamment de sujets. Surtout qu'en plus, aux États-Unis, clairement, le mindset, c'est plutôt du cashback. C'est je paye et je veux avoir davantage de cashback pour pouvoir consommer davantage. C'est pas la philosophie de Retrip. Mais ce qu'on est en train de construire, et on a tout un article qui l'expose sur notre médium, c'est qu'on est en train de construire notre propre infrastructure technique au sein de laquelle, sur la partie on-chain, il y a ce qu'on appelle une token factory qui nous permet de builder un stablecoin sur chaque zone monétaire. Donc, tu vas avoir un stable trib euro sur la zone monétaire euro pour tous les Européens. Puis tu auras potentiellement un stable trib franc-suisse pour les Suisses, tu auras un stable trib livre sterling pour les Anglais, tu auras un stable trib Riyad pour ceux qui vivent aux Émirats arabes unis, etc., etc. Donc tu peux le décliner à l'infini. Et au sein de l'application, tu auras la possibilité, et ce sera rendu gratuit pour un certain nombre de nos holders, de changer tes stable trib euro en stable trib franc-suisse, en stable trib livre sterling directement in-app dans une V2. On va y aller progressivement. Comme les néobanques type Revolut qui exploitent Currency Exactement. Cloud. Okay. Exactement. Il y aura des frais, et même sur ces frais, il y aura un système de sharing revenue qui sera appliqué. Ou alors, ce sera gratuit pour un certain nombre de holders qui auront un nombre de tokens suffisant. Donc ça, c'est pour la partie stable trib, qui est un token natif de notre environnement, qui est enfermé, encapsulé à l'intérieur de notre environnement, et qui n'a pas vocation à être présent sur les exchanges. De toute façon, il n'y a aucun enjeu spéculatif dessus. Et il n'y a pas d'échange en peer-to-peer de wallet à wallet autour de cet outil-là. Il ne sert qu'à être dépensé dans un réseau de commerçants. D'accord. Le deuxième token, c'est un token d'utilité et de gouvernance. C'est celui qui est listé aujourd'hui sur un certain nombre d'exchanges et de DEX. Swap, etc. Ouais. Swap, Probit, MEXC et d'autres à venir. Et c'est ce token-là, lui, qui a une supply fixe et une valeur qui est variable. Ce token, il présente plusieurs avantages au sein du service. Comme j'ai dit, il présente la possibilité d'obtenir un certain nombre de niveaux de gratuité à l'intérieur du service, comme les échanges entre monnaies à venir, comme la carte de paiement biométrique qui sera intégrée, etc. Mais bon, ça, c'est à la marge. Et à côté, c'est un token de gouvernance parce que pour sélectionner les projets socio-environnementaux qui vont être présents à terme au sein de nos applications, on a décidé de décentraliser le processus. En gros, je te l'explique. Je sais où je suis aujourd'hui, je ne sais pas où je serai dans 5 ans. Voilà. J'espère que je serai à la tête d'une multinationale qui s'appellera Retrib, mais dans l'absolu, je ne connais pas le futur, je ne suis pas médium, je ne sais pas où je serai dans 5 ans. Et comme je te l'ai dit, dans 5 ans, on sera peut-être en mesure de donner 70 millions d'euros à des projets socio-environnementaux. Comme c'est beaucoup d'argent, c'est aussi ouvert à toute forme de compromission possible. J'ai aucune envie d'avoir demain un directeur de la RSE chez moi qui, parce qu'il a un cousin qui est à la fondation machin, le dit bah tiens, on va mettre ton projet, on va le financer. Je veux pas de ce genre de choses. Du coup, on va décentraliser le processus de sélection et on a ce qu'on appelle
un CSR Launchpad, donc c'est un projet chez nous qui va être en cours de développement. Et ce CSR Launchpad, comme pour les launchpads de projets token, va permettre de lancer des projets socio-environnementaux, donc des ONG, les collectivités territoriales, les associations vont pouvoir soumettre des projets. Et c'est les holders, les token holders, qui vont venir, comme pour dans un conseil d'administration, ils vont mettre leur token en délégation dans un smart contract. Ils vont voter pour les projets qu'ils ont envie de voir financés. Et en contrepartie, ils vont être rémunérés pour ça. Donc, ils vont toucher des rewards, un paiement directement en token pour participer à ce processus-là. Donc qui paye, c'est l'inflation? Ce qui paye, c'est Retrib. Dans un premier temps, c'est Retrib qui va payer sur la base de ses revenus et qui va générer des revenus pour ses holders pour participer à ce processus-là. Donc ça, c'est la première brique, on va dire, de rémunération qui est intégrée dans le livre blanc et qu'on a planifié. Il y a d'autres leviers pour donner de la valeur au token qui arriveront au fur et à mesure de la vie de Retrib, notamment sur des mécanismes de sharing revenue, mais on y viendra en temps et en heure. On ne va pas tout dévoiler aujourd'hui. Voilà. Ça marche. Bah écoute, moi je vais faire la petite vulgarisation que je comptais faire initialement pour que ce soit à peu près clair pour tous ceux qui nous suivent. Donc Retrib, c'est une solution de paiement qui exploite la blockchain, mais pas que. Donc qui profite du réseau Phantom, tu vas nous expliquer pourquoi juste après, pour pouvoir gérer les paiements. Donc dans Retrib, il est question de 2 jetons. Donc un jeton en fait, parce que si vous voulez, nous on parle d'euros, de dollars, de francs suisses, etc. Ça c'est des monnaies fiduciaires. Il faut des équivalents à ces monnaies sur la blockchain. Et pour ne pas dépendre de Tether ou de USDC ou du Binance Coin, etc., Retrib va émettre ses propres stablecoins en fonction des monnaies fiduciaires pour la Suisse, la livre sterling, etc., etc. Vous l'avez compris. Donc ensuite, vous aurez, parce qu'il faut parler au futur, le produit n'est pas encore live, vous aurez une application où vous allez pouvoir choisir, eh bien, quand vous payez, quel projet vous souhaitez soutenir, c'est-à-dire, et c'est là où tu me corriges si je me trompe, dans le tiers des frais de transaction qui sera collecté, chez qui ça part. Donc, vous pourrez choisir eh bien, quel projet vous tire le plus à cœur, ce que je trouve très intéressant aussi. Et du côté des marchands, donc aujourd'hui, quand vous allez payer dans un bureau de tabac, un Carrefour, un casino, peu importe, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous posez peut-être pas la question, mais vous payez avec votre carte bancaire, soit par paiement sans contact, dans une certaine limite, soit en paiement, vous rentrez la carte, vous notez votre code. Généralement, le paiement sans contact, d'ailleurs, coûte moins cher au marchand, c'est-à-dire qu'il va payer moins de frais parce qu'il y a moins de règles sur les paiements sans contact en dessous de 50 € que sur des paiements classiques par carte. C'est-à-dire que si jamais vous voulez déclarer un litige par rapport à un paiement sans contact, généralement, le litige, on ne pourra pas le gérer. Et du coup, comme il n'y a pas tous ces processus antifraude qui sont par-dessus, ça n'est pas comptabilisé dans les frais. Quand vous faites un paiement par carte sur Internet ou en magasin, vous pouvez potentiellement déclarer un litige. Donc, tout ça, ça a un coût. Ça a un coût pour le marchand, donc pour la personne qui gère son bureau de tabac, pour le magasin Carrefour, etc., etc. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. En fonction de la banque, du terminal de paiement, du processeur de paiement, donc processeur de paiement Visa, Mastercard, American Express, etc., etc., il y a un coût qui est plus ou moins élevé, qui était de l'ordre de 1,5% à 5%. Donc, c'est un coût qui est invisible. C'est-à-dire que vous, quand vous payez, on vous dit vous payez 20 €. Mais la personne en face de vous ne récupère pas 20 €. Elle récupère 20 € moins X% de frais de transaction. Et après, bien sûr, il y a les impôts, etc. Mais ici, on parle que des frais de transaction. Donc, la solution Retrib, ça va être d'essayer de proposer moins de frais pour les marchands. Maintenant, la question que j'ai pour toi, Jérémy, même si je connais normalement la réponse, c'est, ça veut dire que pour que les gens puissent exploiter le réseau Retrib pour payer, ils sont dans l'obligation d'avoir l'application, d'être inscrits au réseau de paiement Retrib. Ça ne peut pas être totalement indolore si moi j'ai une carte Visa, imaginons, et que je passais par Retrib. Alors, déjà, il ne faut pas se leurrer, on ne va pas remplacer Visa et Mastercard du jour au lendemain. Ça va se faire progressivement, il va falloir y aller par étapes. Et l'objectif, c'est d'être déjà une solution de paiement alternative, crédible, fonctionnelle, et qui va gagner des parts de marché progressivement. De toute façon, il serait, à mon avis, inintéressant d'avoir une communication trop vaste, trop large, trop tôt, parce qu'on se ferait vite des ennemis en la personne de Visa et Mastercard, et on n'a pas intérêt à être considéré comme une menace. On a intérêt à faire notre petit trou progressivement jusqu'à devenir incontournable. C'est exactement la stratégie de PayPal il y a quelques années, qui aujourd'hui est devenu un acteur du paiement sur Internet totalement incontournable. Maintenant, si je reprends ta question, je ne sais pas si tu peux, peut-être, est-ce que tu peux la reformuler un peu différemment?
Ouais, pas de souci. Ma question, c'était, moi, si je veux aujourd'hui rentrer dans la boucle, il y a Mhm. quand même une étape où les commerçants vont devoir rajouter en plus de ce qu'ils possèdent déjà comme moyen de paiement Retrip, C'est donc ça. tout mettre en place. Et du côté des personnes qui payent, elles aussi, il faut qu'elles se créent un compte sur Retrip pour pouvoir payer via le réseau Retrip. En fait, la seule friction, c'est de télécharger l'app. C'est Côté ça. commerçant et côté surtout small business, tout passe par ce qu'on appelle du soft POS. Donc en fait, l'application, elle est directement sur ton smartphone. Là aussi, Mm. c'est en adéquation avec notre ADN et nos valeurs. On ne voulait pas recréer du hardware. On ne voulait pas recréer des terminaux. On n'avait pas envie d'aller piocher dans les terres rares et les mines de cobalt pour refabriquer du hardware alors qu'on dispose tous Mm. de Téléphone. téléphones portables à notre disposition. Donc en gros, on a fait ce qu'on appelle du soft POS. D'ailleurs, Apple est en train de mettre en place du soft POS aussi, etc. Donc, on Oui. ne s'est pas trompé sur notre schéma. Et en fait, si tu veux, pour l'utilisateur, il y a le téléchargement d'une nouvelle app, le fait de charger son wallet avec, créditer son wallet avec ses euros, ou en tout cas avec sa devise. Nous, on lui crédite son StableTrib. Et côté commerçant, l'onboarding, il est extrêmement rapide parce que la particularité, c'est que sur Retrib, un commerçant doit pouvoir accepter un paiement en moins de 2 minutes. Donc, il met son nom, Mm. il met un email, il vérifie l'email qu'il a reçu et quasiment instantanément, il est en capacité d'accepter ses premiers paiements. Le reste des étapes d'onboarding, de KYB, de vérification, arrive dans un second temps quand il aura envie de récupérer son argent. Par défaut, il doit être envoyé toutes les 72 heures, mais il ne peut être envoyé que s'il a fini ses étapes d'onboarding. Bien sûr. Donc en Mm. fait, une fois qu'il a déjà de l'argent sur son wallet qui est en stand-by, c'est plus facile de finaliser son onboarding parce que il aura envie tout simplement de le récupérer. Mais du coup, un commerçant, ça va lui prendre quelques minutes. Et d'ailleurs, on mettra en place des incentives pour que les utilisateurs eux-mêmes puissent parrainer des commerçants et inversement. Donc, tu pourras D'accord. parrainer des utilisateurs, mais tu pourras aussi parrainer tes commerçants et leur dire, voilà, télécharge, laisse-moi payer avec Retrib, télécharge l'app, dans 2 minutes, tu vas pouvoir payer avec Retrib, t'encaisses mon paiement, et ensuite, tu n'auras plus qu'à rajouter tes informations, ton IBAN, et tu recevras par virement bancaire directement la somme des transactions qui ont été créditées chez toi. Ça marche. Et donc, du coup, pour les payeurs, donc les gens qui veulent payer avec Retrib, les commerçants, le chargement, tu conseilles quoi? Un virement bancaire? Parce que. On aura les deux options, c'est-à-dire que nous, on poussera à privilégier le virement bancaire, parce que le virement bancaire, pour un utilisateur, il est gratuit. Alors que Ouais. s'il paye avec sa CB, on va prendre en charge les frais de CB initiaux, une fois, deux fois, et au bout de la troisième fois, c'est lui qui supportera les frais CB. Déjà, ça Mm. l'éduquera au fait qu'il y a des frais CB, et ensuite, parce qu'on ne peut pas les prendre ad vita aeternam. Donc en fait, Bien l'idée, sûr. c'est que chaque utilisateur aura son propre IBAN, et il pourra mettre en place un virement automatique ou un virement sur son IBAN. L'IBAN ne changera pas, donc il aura toujours un IBAN qui lui sera associé. Ok. Et du coup, au lancement, est-ce que vous aurez un partenariat, on va dire open banking, où on pourra très facilement se connecter sur Retrib à l'application de sa banque pour pouvoir initier des virements, ou on va galérer un petit peu, c'est-à-dire qu'il va falloir saisir un BIC, un IBAN, etc. Sur Tu son auras interface de paiement. un IBAN Retrib qui sera associé à ton compte. Tu auras ensuite, si tu es sur Revolut, sur N26 ou n'importe quelle banque, tu auras juste à copier-coller cet IBAN dans ta banque et après, tu fais ton virement. Et Ok. l'IBAN ne changera pas, donc tu peux l'enregistrer, ce sera toujours le même. Et nous, Yes. dès qu'on réceptionne les fonds sur cet IBAN, on te crédite ton wallet avec le StableTrib en correspondance. Ensuite, les transactions sont opérées, le commerçant collecte les fonds. Bref, derrière, c'est de l'ingénierie financière qui est mise en place. Non, du coup, il n'y a pas d'open banking. Tu sais, par exemple, sur Revolut ou autre, tu Mhm, as la possibilité de faire un virement facile. Donc, tu mhm, cliques sur un bouton de l'interface Revolut. On te dit de mhm, choisir ta banque et tu es mhm. redirigé sur des interfaces qui facilitent. Tu n'as même pas à saisir de BIC ou d'IBAN. Tu te laisses porter par l'expérience client qui te permet de faire un virement facile. C'est ça l'open banking, en fait. Dans Ça te parle l'absolu, pas? en fait, si, je vois très bien de quoi il s'agit, mais en fait, ça, c'est du côté Revolut. C'est-à-dire que si Revolut a mis en place ces mécanismes d'open banking, et ça dépend de ta banque et de la banque de l'utilisateur, in fine, s'il renseigne l'IBAN qu'on lui a mis dans l'application de Retrib, automatiquement derrière, ce sera tracé et il pourra suivre son processus d'open banking En avec fait, facilité. tu as des entreprises qui sont connectées à toutes les API de toutes les banques et en fait qui vont voir des Revolut, etc. pour pas que Revolut a tout à faire from scratch à chaque fois. C'est ça qui Mhm. facilite les choses en fait. C'est pas Revolut qui doit aller voir d'abord la Société Générale, puis la Caisse d'Épargne, puis un tel, puis un tel, puis un tel à Mhm. s'interconnecter. Ils font un contrat directement avec une entreprise qui leur C'est facilite les choses. ce qu'on appelle des sociétés de banking as a service.
Je les connais Ouais, c'est bien. ça. C'est ça. Ouais, je les connais bien. On passe par ce genre on va passer par ce genre de solution. On passe par ce Ça, genre de il le solution. faut absolument, ouais, parce que ça Ouais. simplifie pas mal les choses. Et je te posais la question justement comment virer les fonds, soit par carte, soit virement bancaire, parce qu'en fait, pour ceux qui Mhm. sont habitués au Revolut et N26, vous mettez un coup de CB, vous dites je vais rajouter 1000 euros, et puis vous payez 1000 euros via Visa, et vous avez 1000 euros par votre Revolut. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, Revolut perd de l'argent à chaque fois parce Mhm. qu'ils encaissent les Une frais carte. de transaction. Et en fait, je sais pas aujourd'hui, mais sachez que toutes les néobanques qui ont explosé, type Lydia, Revolut, N26, etc., très généralement, ces boîtes ne gagnent pas d'argent aujourd'hui. C'est Mhm. juste qu'elles sont alimentées par des investisseurs qui parient que plus tard, ça va générer de l'argent. Et donc, pour le moment, eh bien, on a plein de processus qui sont simples, comme le fait de payer par carte bancaire pour alimenter son Revolut. Mais tout ça, c'est des pertes d'argent sèches Clairement. à chaque fois. Lydia perd énormément d'argent parce qu'on s'envoie de l'argent par carte bancaire. Donc, à chacune de nos transactions entre potes avec Lydia, on fait perdre de l'argent à Revolut. On ne le voit pas. Et du coup, ça ne nous éduque pas non plus financièrement parce qu'en réalité, il y a des coûts derrière et c'est les coûts de carte bancaire. Il y a une question très intéressante de Corentin qui dit est-ce que Retrib est inquiet par la régulation? Non, on n'est pas du tout inquiet par la régulation parce que nous, on va être régulé, on va être listé auprès de la CPR, donc on n'a pas d'inquiétude auprès de la régulation. Et surtout, la particularité du stable trib de Retrib, c'est que si d'un point de vue, on va dire crypto et Web3, on peut le considérer comme étant un stablecoin, d'un point de vue régulatoire, il ne peut être considéré que comme une monnaie électronique. Parce que la particularité, c'est qu'il est collatéralisé à 100%. À partir du moment où on back à 100% un actif numérique, eh ben, c'est plus un actif numérique, c'est une monnaie électronique. Ouais. Et ce qui fait la différence avec un Tether, par exemple, où on le sait tous, voilà, il y a un nombre de Tether qui est émis, mais il n'y a pas le même nombre de dollars en réserve de l'autre côté. Et du coup, c'est un actif numérique. Mais si vous avez exactement une balance à l'équilibre entre le nombre de tokens qui circulent et le nombre d'euros ou d'autres devises en correspondance en face, c'est considéré par la régulation comme une monnaie électronique et donc vous passez au travers les contraintes réglementaires. Voilà. Et Tout donc, ça a été vous, bien évidemment étudié. J'ai aucune envie d'être frontalement opposé à la Banque centrale. ouais, bah, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, pour être établissement de monnaie électronique agréé en Europe et dans l'espace européen, parce qu'on parlait de la Suisse plus tôt, ça va être laquelle de boîte? La boîte suisse, la boîte française? Vous allez choisir un endroit plus simple, type l'Estonie? C'est quoi le plan? Non, 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 on n'ira pas en Estonie parce que le problème de l'Estonie, alors il faut savoir que d'un point de vue réglementaire, il y a ce qu'on appelle la passeportabilité. C'est-à-dire Ouais, qu'une fois qu'on obtient un agrément dans un pays, il est transposable dans les autres pays de l'Union. Euh, Ça, c'est sur le papier. Dans les faits, chaque régulateur a la possibilité de vous interdire l'accès. Et le problème, c'est que si vous obtenez un feu vert d'un régulateur estonien, rien ne garantit que vous ayez le droit d'opérer mmh, sur le territoire français, espagnol, etc. D'ailleurs, il y a des projets comme ça qui ont eu des feux verts en Estonie, qui se sont fait opposer des fins de non-recevoir, même des gros projets. Hein, je pense à Revolut en Espagne ou en Italie. Clairement, ils leur ont dit juste non, c'est négatif. ouais. Vous venez pas en Italie. Et on ne parle pas de projets crypto, là, on parle de projets très mainstream. Donc en fait, nous, de notre point de vue, on va opérer à travers la réglementation et la régulation française, ce qui devrait nous garantir sans aucun problème la passeportabilité sur les autres pays, OK. en tout cas à minima de la zone euro. Donc prise de tête avec Banque de France. Non, même pas. Coopération avec Banque de France. Coopération. Ouais. Coopération, ouais, ouais. Il est corporate, je le challenge. J'ai eu l'occasion j'ai eu l'occasion d'échanger avec Banque de France qui sont très professionnels. Hein, attention, je dis prise de tête, mais Ouais, ouais, comme tu l'as dit, en fait, c'est presque lave ton linge plus blanc que blanc. Si ça passe avec Banque de France, normalement, ça passe avec tout le monde parce bah, qu'ils te fouillent tellement que. c'est pas tant Banque de France que la CPR et l'AMF, mais il y a eu une montée en compétences. Tu vois, je te parlais de la Suisse tout à l'heure. Une des raisons pour lesquelles on a créé, il y a trois raisons pour lesquelles on a créé la société en Suisse. Ce qui présente des avantages et des inconvénients. Hein. Attention, pour ceux qui Mhm, seraient tentés de se lancer en Suisse, créer une boîte en Suisse, c'est 100 000 balles de capital minimum. Donc déjà, mhm. c'est pas tout le monde qui crée une boîte. Tu vois, on n'y va pas comme ça. Voilà, il faut savoir que c'est pas un écosystème qui est fait pour les startups à la base. Donc c'est que du gros sous. Donc une boîte, c'est 100 000 ou une USA, c'est 100 000. Donc, mais par contre, on l'a fait pour trois raisons. On était encore en 2019, fin 2018-2019. La première, c'est que c'est un régulateur justement qui était très favorable à la token economy. C'est pas pour rien d'ailleurs que Libra s'est installé à Genève aussi. Mhm, Euh, mhm.
En France, il y avait un gros retard sur ces sujets-là et un électronisme ambiant. Bon, il n'est pas complètement résorbé, mais en tout cas, côté AMF et côté ACPR, oui. Ok, Côté politique, on est encore très loin, à part Pierre Persson et quelques autres. Globalement, il y a quand même, lors de la Rodière, par exemple, qui sont montés en compétence sur ces sujets-là. La plupart sont quand même très, très, très à la traîne. mm, La deuxième raison, c'est que bah, Retrip, c'est un peu un virus, hein, c'est un cheval de Troie. L'objectif, c'est d'inoculer le virus du partage dans une industrie qui est, comme je l'ai dit, au sommet de la symétrie entre impact et responsabilité. Donc Genève, c'est un des hubs internationaux de la finance, donc il y avait quelque chose de symbolique. Et la troisième raison, c'est que dans une logique de scalabilité forte, Retrip, c'est pensé pour être à l'international. La France va servir de bassin d'essai, entre guillemets, mais très vite, on va penser à l'international, Middle East et Asia, et même Amérique du Sud. Et donc, forcément, le passeport suisse garantit une accessibilité à n'importe quel marché dans un monde qui est ok. géopolitiquement très complexe, ce que ne garantit pas le passeport français. Donc il y avait ces intérêts-là. Néanmoins, la plupart des effectifs et de la team et de la core team étaient françaises. Du coup, on a rapidement créé une filiale en France. C'est le territoire sur lequel le marché suisse est tout petit, hein. On voulait lancer ça sur un marché qui était un peu plus grand. Le marché français était intéressant de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça qu'on a aussi une structure française avec un headquarter à Paris qui est très sympa. Et à l'occasion, quand tu passes, tu viens le voir. Avec plaisir, avec plaisir. Donc du coup, pour pouvoir avancer, parce que le plus dur aujourd'hui, bon, il faut créer l'effet de réseau avec les commerçants, avec les payeurs, mettre en place une application, trouver des projets dans lesquels on va pouvoir justement redistribuer le tiers des fonds collectés. Il faut obtenir l'agrément de prestataire de services de paiement et Pas également, nécessairement, pas mais nécessairement. ouais, pas nécessairement. Ah ouais? Ok. Non, tu peux être aussi également ce qu'on appelle établissement de monnaie électronique. Ce qui te Oui, permet c'est un agrément au-dessus du PSP de toute façon. Donc, ouais. c'est un agrément au-dessus du PSP, ouais. Voilà, donc établissement de monnaie électronique en France, donc Mhm. qui nécessite, qu'on se le dise, un bon 300 000 à 500 000 euros de capital, histoire d'avoir un minimum de fonds, parce que ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que à quoi sert la régulation? Elle ne sert pas qu'à casser la tête, faut y voir aussi du bon. Je vais vous donner un exemple. Imaginez Retrib est lancé. OK, donc ils ont des millions d'utilisateurs, ils ont des centaines de millions d'euros en banque. Eux, ils ne Mhm. peuvent pas aller taper dans cet argent, c'est votre argent. Donc, ils ont une obligation vis-à-vis du régulateur, même des régulateurs, de cantonner ces fonds et d'utiliser ces fonds quand vous payez. C'est-à-dire, on va se puiser dans cette trésorerie-là et toutes les 24 heures, on va mettre à jour justement qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Pourquoi? Parce que si la boîte fait faillite, on ne va pas aller taper dans votre argent à vous pour pouvoir renflouer les caisses de la boîte. Si la boîte fait faillite, elle fait faillite. C'est tant pis pour elle. Et c'est à ça que sert la réglementation aussi. Et c'est pour ça que le régulateur doit obligatoirement être sûr que ça tient financièrement, que d'un point de vue technique, ils n'ont pas des employés ou des hackers qui vont les dépouiller. C'est toutes sortes de choses qui doivent se mettre en place. Voilà. C'est ça. Séparation de la gouvernance, contrôle Ouais. d'audit, risk management, etc. Ouais. Qu'est-ce qui Que se des passe trucs, en cas d'incendie? Ouais. que des trucs passionnants. Ouais. Je l'ai déjà mais, fait, mais, mais, c'est quelque chose. mais, Ouais. mais on a quelques gros calibres autour de nous et avec nous, donc ça va. Yes. Et du coup, tu penses qu'on pourrait voir un produit live d'ici combien de temps? Un an et demi? 2 ans? Non, concrètement, je pense qu'on pourra avoir un produit live d'ici quelques mois. J'aime pas donner des dates, même si sur notre roadmap aujourd'hui, on est focus sur un premier lancement opérationnel sur Q2 2022. Vu le contexte géopolitique, il peut se passer plein de choses. Aujourd'hui, j'ai même des paris avec des potes pour leur dire qu'il y aura peut-être même pas d'élection présidentielle. J'aimerais avoir tort, mais j'ai parié Hmm. sur le fait qu'il n'y en aurait pas. Pour l'instant, Ouais. ça me paraît bancal. Donc, notre roadmap, elle est claire. C'est qu'à partir de Q2 2022, on sera en capacité d'opérer les premières transactions et de lancer ce qu'on appelle les premiers local use cases. Donc, de tester des premiers territoires Hmm. opérationnellement. Avoir en parallèle l'idée des premiers partenariats avec des major players, donc des gros acteurs de la distribution. Mais là, je suis en train de digresser sur les next steps d'une certaine manière. Mais en gros, Ouais. l'idée, c'est de se dire, voilà, on va lancer, il y aura quelques gros major players qui vont nous accompagner, clairement, et on va leur dire, on va être très transparent. On n'est pas là pour faire du volume avec vous, parce que pour faire du volume, il faut avoir aussi une communauté d'utilisateurs qui est volumineuse et qui fait du volume. Par contre, en implémentant une solution comme Retrieve, vous êtes au sommet de l'innovation d'une part, mais en plus, vous êtes au sommet de la RSE.
de la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, c'est une valeur ajoutée que de promouvoir une solution Mm. de paiement comme Retrib et de l'intégrer à vos services. Donc là-dessus, on a des arguments qui sont extrêmement intéressants. Sommet de l'innovation, à la pointe de la technologie, de l'innovation, du paiement sans contact, paiement QR code, etc., paiement crypto. Et en même temps, c'est à dimension sociale et environnementale. Donc, ça va séduire beaucoup d'acteurs. Je discute avec un certain nombre d'entre eux déjà que je connais bien de par mes activités passées. Et donc, il y a une vraie appétence pour ce qu'on est en train de faire. Chaque chose en son temps. Parce Euh, que excuse-moi, je te coupe, Jérémy. En fait, ma plus grosse crainte d'expérience, et on le voit sur un autre projet qui est Key Foundation, qui traîne un peu parce que justement, il faut le PSAN et il faut, dans leur cas, je crois que c'est prestataire de services de paiement. Dans ton cas, c'est établissement de monnaie électronique, c'est encore plus gros. Tu es assez confiant sur le fait que tu aurais un établissement de monnaie électronique dans les prochains mois pour pouvoir commencer tes tests locaux? Non, j'aurai pas d'établissement de monnaie électronique dans les prochains mois. Par contre, il y a plein de manières de commencer en bac à sable ou de commencer en tant que Ok, distributeur de monnaie électronique. Et donc, il y a ok, des partenariats qui sont en train d'être dealés parce que de la même manière que Revolut s'est pas lancé en étant une banque, ils se sont appuyés sur des ouais. partenaires financiers pour obtenir et opérer sous leur licence. Donc, il y a des annonces qui se feront dans les prochaines semaines sur ces Ah, sujets-là, mais je te suis. Ok, je te suis. Tu voilà. veux sous-louer un agrément potentiellement ou c'est encore autre chose? C'est encore autre chose. C'est même pas sous-louer un agrément. Ça Ok, relève plus de la logique partenariale. ok, ok. Parce que dans le cas révolu, ils ont commencé de mémoire en sous-louant l'agrément de PaySafe Ouais, Group, qui est le ouais, groupe de Skrill, PaySafeCard, etc. c'est Je t'ai ça. dit, je connais mon sujet. Ok, top. Et bah écoute, c'est plus clair. Je suis content. On n'a pas encore terminé cette interview, mais si vous suivez le projet Retrip, je pense qu'on répond à quand même beaucoup de questions que tu n'avais peut-être pas eu l'occasion de répondre encore publiquement. Ça Ouais, permet de se rassurer sur la roadmap. c'est Maintenant, ça. j'aurais une question pour toi, c'est pourquoi Phantom? Pourquoi Phantom et pas une autre infra blockchain? Alors pourquoi Fantôme? Tu te doutes bien qu'avant de choisir Fantôme, on a fait un benchmark et pourtant j'ai une appétence naturelle pour Fantôme parce que je suis ce projet et je suis même particulièrement exposé sur ce projet, de par mes positions depuis longtemps maintenant. Moi, je suis un holder dans l'âme, hein, je suis pas du tout un trader. Je joue Ok. pas contre des algorithmes, j'ai jamais fait un seul effet de levier de ma vie. Voilà, moi je digue les projets, je les suis, je rentre tôt et ensuite, j'ai même du mal à les lâcher souvent, alors que j'aurais dû les lâcher beaucoup plus tôt. On est ensemble, Euh, ouais. voilà, tu vois, des projets comme Elrond, quand il est monté à 450 $, je suis resté sur mes positions. Je dirais, Ah, bon, moi aussi. je suis rentré tellement tôt, si tu veux, que c'est pas grave, mais quand il y a un projet que j'aime bien, tu vois, je suis un investisseur long terme. Et en même temps, ceux qui voient court terme, en général, ils se font toujours bouffer par les plus gros. Ouais. Moi, je suis là pour holder. Bah, court Euh, terme, c'est trader, et si t'es pas trader, bah voilà. Je te Ouais, laisse si t'es enchaîner. pas trader et si t'as pas d'algo et que t'as pas envie de dormir, ouais, tu peux jouer à ça, mais bon. Mm. Donc, en gros, on a fait, malgré tout et malgré mes affinités avec Phantom, entre guillemets, j'ai commandé à mon head of blockchain qui lui-même avait des affinités avec Phantom, mais avec toute mon équipe technique, j'aurais dit, mon CTO, Najib, j'aurais dit, OK, on fait table rase, je veux un benchmark complet des layer one qui pourrait être pertinent pour nous. On a fait Elrond, on a fait Tezos, on a fait Sonala, on a regardé Polkadot, etc. Euh, Clairement, et de manière objective, Phantom ressortait systématiquement en première position, que ce soit en termes de vélocité. Donc, Mhm. aujourd'hui, c'est une fraction de seconde pour opérer une transaction sur Phantom. En termes de scalabilité, aujourd'hui, Phantom, c'est 25 000 transactions, non pas théoriques, mais pratiques, Ok. transactions secondes. Donc, on est sur des standards qui sont proches de ce qu'on va atteindre sur du Visa ou du Mastercard, où on est autour de 75 000 transactions secondes. Donc, c'est des mêmes échelles de grandeur, si tu veux. Et c'est de la pratique. C'est-à-dire qu'en théorie, ça peut monter beaucoup plus loin. Il faut savoir que Phantom, c'est un DAG. Ouais. C'est pas une blockchain conventionnelle. C'est un Un système graphe acyclique, ouais. exactement, qui fonctionne sur un système de graphe acyclique. Donc, chaque transaction vient valider des transactions par an. Il n'y a pas de système de bloc, il n'y a pas de minage, etc. Du coup, il y a le critère de robustesse. Euh, Phantom, aujourd'hui, s'est déployé au niveau d'infrastructures institutionnelles comme des pays comme le Bangladesh, comme également l'Afghanistan précédemment, etc. Donc, il y a un niveau de robustesse qui est quand même extrêmement élevé sur Phantom. Et on le voit aujourd'hui encore, c'est que depuis quelques jours, le nombre de transactions sur Phantom dépasse le nombre de transactions sur Ethereum. Donc, on est quand même à un niveau de robustesse qui est quand même particulièrement élevé. Ouais. Il y a la faiblesse, bien évidemment, des coûts. Les coûts sur Phantom sont applicables
à une infrastructure de paiement ou d'IoT parce qu'on est sur des coûts qui sont à 0,001 fantôme. Et donc, ça représente une fraction de dollar à chaque fois qu'il y a une transaction qui est opérée dessus. Et la garantie, tu vois, par rapport à un projet comme Elrond, qui présente des propriétés qui sont quand même très intéressantes aussi, c'est que derrière, contrairement à Elrond, Phantom, c'est une fondation, donc c'est à but non lucratif. Alors qu'un projet comme Elrond, c'est une société, donc il y a un but lucratif. Rien ne dit que dans l'avenir, Elrond ne se dise pas, bah ouais, voilà, on a envie de gagner davantage d'argent, on va laisser augmenter les frais de transaction, etc. Alors que Phantom a des mécanismes intrinsèques à son environnement technique qui font que même si le nombre de transactions augmente de manière exponentielle, le prix sera toujours extrêmement limité. Le prix de la Yes. transaction a Du vocation moins, à rester extrêmement faudrait limité. que Phantom fasse un x10 voire x50 pour que ça commence à faire mal. Je montre à l'écran justement une estimation des frais sur les plus gros layer 1, on va dire. Ça se passe sur gasfeesapp.com. J'ai découvert le site hier d'ailleurs. Et c'est très intéressant. Donc, on peut voir effectivement que Solana est nettement en dessous de Phantom. Mais d'un autre côté, Solana c'est tellement pas cher qu'on peut spam le réseau jusqu'à le faire tomber. C'est pour ça qu'on a vu le réseau Solana tomber régulièrement. Donc, pour le moment, on ne voit pas Harmony d'ailleurs là-dedans. Mais on peut voir que Phantom fait partie des moins chers. On est à l'instant T sur à peu près 1 centime de dollar la transaction. Il a annoncé quelque chose de plus petit, Jérémy, mais il faut savoir que ces jours-ci, Phantom se fait spam sévère. Donc il y a aussi ça qui fait que le prix augmente en ce moment. Je ne sais pas si dans le temps, ça va continuer d'être comme ça. Je te laisse reprendre, pardon. Pas de souci. Et le dernier point qui nous a poussé aussi à choisir Phantom, c'est parce qu'il y a une dimension écologique qui est très forte et qui est en adéquation avec notre ADN. C'est que Phantom, aujourd'hui, c'est clairement la blockchain qui est la moins énergivore. Donc, si tu veux, tu n'as pas de minage, tu n'as pas de montagne de déchets électroniques pour faire tourner l'infrastructure, comme c'est le cas sur d'autres. Donc, tu n'as pas de fermes de minage, etc., qui sont associées. En gros, c'est une transaction sur Phantom, c'est 50 fois moins énergivore qu'une transaction sur Visa ou Mastercard aujourd'hui. Quand tu compares la consommation énergétique de Bitcoin, qui est la plus élevée de l'écosystème, on est sur quelque chose qui représente aujourd'hui actuellement à peu près la consommation énergétique de la Norvège à l'échelle annuelle pour faire fonctionner Bitcoin. La consommation énergétique de tout le réseau Phantom qui vient de surpasser en termes de transactions le réseau Ethereum. C'est l'équivalent de la consommation énergétique d'une seule maison aux États-Unis annuelle. Donc tu vois, c'est juste incomparable en termes de consommation énergétique. Donc c'est parfaitement aligné avec ce qu'on est en train de faire. Yes. En tout cas, pour le moment, ça tient. Voilà. On va voir dans le temps si ça le tient, mais visiblement, pour le moment, le réseau n'est pas tombé. Si je crois plutôt il s'était passé quelque chose l'an dernier, pendant pas longtemps. Il y a eu une petite mise à jour, mais depuis, ça a été réglé. Donc, écoutez, moi, je surveille tout. Je surveille les Polygon, les Solana, les Avalanche, les Elrond, etc. Pour le moment, effectivement, Phantom s'en tire très, très, très bien. En plus, il a une logique de sous-réseau comme Avalanche. La différence avec Avalanche, c'est qu'Avalanche, les frais de transaction sont un peu plus élevés. Donc le réseau aura moins tendance à se faire spam que Phantom. Maintenant, on verra à l'avenir si ça va tenir ou pas. Et pour ce qui est de la décentralisation de Phantom, tu te sens en sécurité? Tu n'as pas peur d'une attaque vis-à-vis du fait qu'il y ait 58 validateurs aujourd'hui sur le réseau? Écoute, vu la quantité de transactions traitées, vu aujourd'hui j'ai envie de dire l'installation du réseau à grande échelle et son niveau de robustesse, je suis pas inquiet. Maintenant, on n'est jamais à l'abri de rien, mais pour l'instant, il a fait preuve de solidité. Voilà, je suis en train de leur montrer à l'écran 58 validateurs. Donc, il peut y en avoir jusqu'à 100, mais on a beaucoup de validateurs qui ont été déconnectés et il faut un minimum de 500 000 fantômes pour devenir un validateur du réseau. Donc, ce que je veux dire validateur, c'est producteur de blocs. C'est pas comme Bitcoin. Donc, il disait, Jérémy, qu'il n'y a pas de mining. À proprement parler, oui, il n'y a pas de mining. On ne vient pas solutionner un problème via du proof of work. C'est un système en proof of stake, je crois, même en preuve C'est d'enjeu ça. délégué. C'est Je une suis preuve pas d'enjeu sûr. délégué, oui. Ouais. Il faudrait regarder, là, il faudrait en parler avec mon directeur technique, mais c'est de l'Achesis ABFT protocole. Donc, c'est de la preuve d'enjeu délégué, peut-être. Ok, ça marche.
Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres points à aborder? On s'était noté quelques trucs. On a parlé, eh bien, pourquoi Phantom? Voilà. Si je voulais te demander les next steps pour Retrib, on en a parlé un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais mettre en avant dans ce live pour ceux qui nous écoutent? Bah, écoute, déjà l'année 2021 a été extrêmement riche, et on a construit une super communauté, autour de ces premières étapes. L'année 2022 s'annonce pleine de challenges assez colossaux. Dans quelques jours, on va annoncer le lancement de nouvelles poules de stacking, donc va y avoir une nouvelle étape sur notre stacking programme qui va être annoncée. On rentre dès la semaine prochaine dans une phase de bêta testing. On a eu plus de 700 ou plus de 800 personnes qui ont proposé leur service et leur aide pour bêta tester notre app consumer. Bien évidemment, on ne pourra pas satisfaire tout le monde, mais on va pouvoir piocher sur les profils qui nous intéressent. On lance les développements des plugins e-commerce et e-shop de notre système de paiement. Donc c'est un chantier qui est important parce que Ça, toute la c'est cool, partie ouais. online va être essentielle. Il y a comme je te l'ai dit, il va y avoir des key partnerships, donc des partenariats majeurs sur le volet financier, banking as a service, qui vont être annoncés aussi assez prochainement. Donc là-dessus, ça avance bien. Il y a des major players qui vont nous rejoindre et qui vont commencer à constituer la Retrib Alliance Network. Donc pour demain, être capable de proposer sur différents services, différents produits, un système de paiement alternatif à Visa et Mastercard. Et puis, ne serait-ce que les déploiements des premiers local use cases avec des stratégies très ciblées, très locales dans un premier temps. Parce que les gens comprennent bien, c'est qu'un système de paiement, la difficulté, c'est comme une app de rencontre. Il faut faire Ouais. matcher le consommateur avec un commerçant. Mm. Si tu ouvres les vannes et que tu communiques à tout va pour qu'il y ait plein de consommateurs qui disent « Ah, c'est génial, je veux rejoindre Retrib, je veux faire partie, je veux être un Retribers et je veux faire partie de la communauté d'utilisateurs parce que c'est plus vertueux », mais que quand ils ouvrent leur app, sur leur map, ils n'ont pas un commerçant avant 160 km, ça va être très déceptif. Donc oui, Ouais. il faut accompagner cette montée en charge. J'ai souvent des gens qui m'ont dit, parce que avant, je fais l'anecdote, mais Retrib, c'est build and beer and launch and bull, si tu veux. On Ouais. a maturé le projet pendant 2 ans. Il y a eu le Covid, on était à Station F, on a été à The Garage, l'incubateur blockchain parisien. Voilà, donc on a maturé bien le projet, on a structuré, on a rejoint Finance Innovation, il y a eu plein d'étapes intermédiaires. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On a essayé de se financer de manière conventionnelle aussi pendant un premier temps auprès de VC. Et souvent, les VC me disaient, mais ton truc, c'est un peu l'œuf et la poule. Si t'as pas l'un, Mm. t'as pas l'autre. Ouais. Mais il y a bien des poules et des œufs qui existent. Donc, à un moment donné, c'est que ça marche, tout ça. C'est vrai. Donc tout l'enjeu, c'est d'accompagner cette montée en charge, c'est d'accompagner cette montée en puissance et progressivement laisser la propagation virale du service. Ça me connaît, j'ai fait ça pendant 10 ans. Laisser le service progressivement gagner en visibilité et rayonner sur le territoire de manière ensuite à lancer des campagnes de plus en plus massives, de plus en plus grandes pour onboarder de plus en plus de monde, et côté consumer et côté commerçant. Voilà. Yes, en fait, la vraie difficulté, comme tu l'as dit, c'est de pouvoir accompagner les commerçants et trouver aussi des consommateurs. Et c'est pour ça qu'il faut un produit. Et on est sur un marché, il faut pas l'oublier. Aujourd'hui, est-ce que tu considères que les gens qui sont investis dans Retrib, c'est principalement, voire quasi intégralement des gens de la crypto, ou tu as aussi des gens qui sont pas trop branchés crypto, du monde tradi, qui te suivent à fond aujourd'hui? Alors, il y a quand même majoritairement des gens de la crypto pour l'instant. Donc, notre communauté, elle est quand même très cryptophile. Elle est à minima, tu sais, le gros de notre volume, il passe encore par SpookySwap, même si on est sur quelques exchanges centralisés. Donc, pour pouvoir acheter sur SpookySwap, il faut quand même avoir une petite culture crypto, tu vois. C'est pas le gars que tu croises dans la rue qui connaît SpookySwap et qui sait utiliser DeFi. Maintenant, on est présent aussi sur quelques exchanges. Tu vois. Là, c'est le premier live Twitch que je fais et qui va avoir une résonance, entre guillemets, sur la communauté française. Je pense qu'il y en aura d'autres. On va commencer à davantage parler de nous. Tu vois, on y va step by step. On avance progressivement. Ceux qui nous suivent depuis le début, et certains étaient complètement, je le sais, extérieurs au monde de la crypto, et ils sont rentrés par le biais de Retrib aussi. Ceux-là sont en général très contents. J'ai vu Jeffer qui vient de dire qu'il est rentré à 0,02 grâce à un ami commun, Moonark, et qu'il est très content. Oui, certains sont déjà très contents des plus-values réalisées et ils vont être probablement là pour un long moment avec nous. D'ailleurs, si tu as entendu, il y a des nouvelles poules qui vont sortir.
Par Ouais. contre, l'APR sera divulguée au moment du lancement, donc je ne peux rien te dire pour l'instant. Pool de Mais il y aura staking? les nouvelles poules de staking. Ouais, Staking. c'est ça. Mais du coup, j'ai perdu le fil, mais quelle était déjà la question au Bah, la départ? question, c'était, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, plus crypto, voire quasi crypto, ou aussi Ouais. des gens de la TradeFi? Voilà, c'est pour l'instant encore très crypto, mais ce qui est très intéressant avec Retrip, c'est que c'est fondamentalement mainstream, ce qui nous permet aussi, on a mis tout l'écosystème Fantôme derrière nous, on fait partie des projets phares de l'écosystème, on a tous les ambassadeurs de l'écosystème qui parlent de nous, on a voilà, une très belle visibilité et on a des partenariats noués avec la Phantom Foundation. Maintenant, Retrip, c'est mainstream. Mainstream, il y a pas, Retrip n'a pas de, tu vois, c'est pas un maximaliste Fantôme. Ouais. C'est une solution qui s'adresse à tout le monde. Donc, dans un premier temps, le next step, c'est d'aller parler à d'autres écosystèmes, à tous ceux qui s'intéressent à la crypto de manière transversale. Mais dès qu'on sortira les produits, on aura d'autres canaux de communication comme Facebook, comme Instagram. Et là, on s'adressera au grand public. Et dans l'absolu, on leur parlera même pas de crypto à eux. Eux, on leur parle pas de crypto. On va pas aller leur expliquer comment fonctionne la crypto. Bah, il n'y a Je pas veux que besoin, hein, en il réalité. Hein. n'y a pas besoin. Moi Mm. Retrib, ma mère va pouvoir l'utiliser, mes cousines pourront l'utiliser et elles n'auront pas besoin de savoir ce que c'est qu'une clé privée, une clé publique, une seed phrase, des gaz, tout ça, ça leur sera rendu complètement invisible. Yes. Et bah écoute, top. Moi, j'aurais une dernière question, Jérém, avant de te Ouais, laisser peut-être chill quelques informations. Toi, tu as investi principalement dans quel projet crypto? Quelles sont tes bagues, reste, si tu veux nous en parler? reste, récemment, mes bagues, des bagues, bah, je t'en ai déjà donné un certain nombre, hein. Ouais, Je suis bien exposé Fantôme, je suis bien exposé Elrond aussi. Je sais pas, tu ouais. sais, c'est sur Elrond, sur Massa et sur leur petite Maillard app, ils ont Maillard. les petits logos, les petits symboles. Je crois que je fais partie des 0,7% de Wells de Elrond, donc je suis bien exposé sur Elrond. Ok. Je suis exposé sur d'autres actifs, voilà. Et du coup, Retrib aussi, hein, par la force des Mhm. choses. Bien sûr. Et où j'ai investi dernièrement dans 2 projets qui me tiennent particulièrement à cœur, c'est Massalab, Yes. que tu as reçu il y a quelques jours. J'aime beaucoup ce qu'ils font et je trouve que là, pour le coup, au niveau de décentralisation, on va à un niveau très élevé. Donc Damir et Sébastien, qui viennent assez régulièrement chez Retrip d'ailleurs, donc j'aime beaucoup leur projet et j'ai investi dedans. Et un autre projet qui me tient particulièrement à cœur, mais à plusieurs niveaux, c'est d'ailleurs je suis pas un grand fan des NFT de manière générale. Je sais ce que tu vas dire. Non pas que j'en vois pas l'utilité des NFT, je trouve juste que voilà, enfin, c'est 99% de gens qui se font scammer et 1% de gens qui sont en délit d'initié. Ok, il y a une conquête de l'or et c'est un moyen de faire beaucoup d'argent facilement, mais honnêtement, je suis pas un grand fan de tous ces projets et on m'en propose à peu près 2 ou 3 par semaine, hein. Par contre, il y a un projet. En gros, les NFT, c'est intéressant quand ça s'intègre à quelque chose d'autre. Et pour moi, c'est le gaming qui, par nature, est l'industrie la mieux placée pour intégrer le NFT, avec l'art, bien évidemment, mais le gaming aussi. Et il y a un projet qui me tient beaucoup à cœur et dont j'apprécie beaucoup le fondateur, qui est devenu un ami, c'est Cross the Edges. C'est un Ok. projet qui va être qui est en cours de production, qui va être lancé dans les prochains mois. Et je trouve le concept extraordinaire. Je vous invite à aller lire le livre blanc. Le fondateur est un passionné de gaming. C'est un joueur de cartes Magic depuis sa tendre enfance. C'est un collectionneur. Il connaît son métier. Il a 5 studios de prod de jeux vidéo. Donc le mec, il n'est pas arrivé là par hasard. Et aujourd'hui, il crée un jeu de collectible NFT qui est juste extraordinaire. Il a réuni 66 artistes internationaux autour du projet, qui certains dessinaient des cartes pour Magic l'Assemblée il y a plusieurs dizaines d'années de ça. Il a fait écrire un livre pour raconter l'histoire de son univers, dans lequel il y a Alain Damasio. Le premier tome a été sorti, ils vont en sortir 7, un peu comme Harry Potter. Voilà, il y a tout un univers qui est pensé. Cross the Edges, je pense que ça va être quelque chose de colossal dans les années qui viennent. Bah, on l'a couvert, nous, sur Coin Academy. Ils sont en train de faire un push marketing assez agressif. J'ai trouvé l'ambition très bonne. Tu l'as très bien résumé, de toute façon, j'ai pas besoin de le répéter. L'ambition est très bonne. Maintenant, j'attends de voir. Visiblement, il y a des grosses pointures. J'attends de voir. Tu vois, j'ai dit OK quand tu as dit Cross the Edges. Je m'attendais pas à ce nom-là. Je sais que tu as rencontré l'équipe de Carbonable
pour en parler en quelques mots. Je sais même pas si tu t'en souviens d'ailleurs. C'est un projet qui permet de tokeniser des initiatives pour, comment dire, pour le développement durable, la reforestation, etc., etc. C'est des Français aussi, et justement, je les ai eus en call il y a 3 semaines, et ils me disaient qu'ils t'avaient croisé, visiblement. Moi? Mais tu dois pas Ça t'en me dit... souvenir. Ouais, Non, ça me dit rien. bah Mais c'est pas grave. je croise du monde, donc Bah ouais, il y a pas de souci. pour le coup, ça me dit rien. Mais j'irai regarder. Ouais, J'irai regarder. Carbonable, du coup, moi je suis devenu actionnaire du projet, tu vois. J'ai Ouais. été plugué via Abdel de Consensus, et bah, j'ai trouvé l'idée sympa, tu vois. Ça a été mon deuxième investissement Et, après et, et, Retrib. et pourquoi Cardonable? C'est quoi? C'est parce que c'est build sur Cardano? C'est lancé sur le Non, non, Cardashift ou Carbonable. c'est... Non, non, c'est parce que justement, en fait, pour en parler très très rapidement, parce que le live c'est quand même Retrib, je le montre à l'écran. C'est très 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 early, mais en gros l'idée c'est que il y a des projets, par exemple un projet de reforestation qui est proposé. Ce projet est Mhm. budgétisé. Ensuite, il est découpé en morceaux. Mhm. Ces différents morceaux sont représentés sous forme de NFT. Donc, tu peux acheter un ou plusieurs NFT que tu peux d'ailleurs revendre au besoin. Chacun de ces NFT te rapporte un yield parce que tu peux staker le NFT et tu peux récupérer un yield. Et ce yield, Mhm. en fait, ce sont des points carbone. Tu sais, vu qu'on peut trader le droit de polluer. Donc, du Ok. coup, tu peux spéculer ou simplement investir sur le fait que, eh bien, le droit de polluer va prendre de la valeur dans le temps, et que, eh bien, au lieu d'acheter des NFT qui ne te parlent pas, puisque comme tu l'as dit plus tôt, toi, les NFT, il y a beaucoup de projets qui ne te parlaient pas. C'est mon cas Mhm. aussi. Je suis très branché tech NFT. On en parle tout le temps en live. J'y crois à mort. Et je sais très bien ce qui se passe. Ce qui se passe sur les NFT aujourd'hui, c'est ce qui se passait sur les ICO il y a 4 ans. C'est la ruée vers l'or, mais ici, il est vraiment question de financer des projets qui font du bien à la planète. Ok. Ben, je Et trouve c'est ça pour très ça cool. que, ouais, je Et j'ai trouve ça très cool aussi. j'ai l'impression que leur interface est assez cool aussi. Donc, Carbonable, c'est ça? Carbonable, voilà. Ok. Voilà, donc je suis devenu pour le moment actionnaire, il n'y a pas de jetons, il n'y a rien du tout, je suis ultra early, j'ai trouvé ça super cool. Et Ok. bah en fait, c'est la vision Roadtrip, c'est quitte à faire du capitalisme, et ben faisons du capitalisme responsable. Moi, je suis pro-capitalisme, je connais aussi les limites du capitalisme. Et si on peut à la fois mélanger investissement, spéculation, capitalisme et bah, écologie, développement durable, ça me plaît beaucoup. Voilà, voilà. Bah écoute, C'était la petite parenthèse. ma foi, je trouve ça très intéressant. Voilà. Yes. J'irai regarder un peu plus en détail. Yes, yes. Du coup, bah, Jérém, ça fait déjà 1h35 qu'on est ensemble. Donc, Ouais, ce quand sera même. rediffusé sur YouTube. Si jamais, n'hésitez pas à follow la chaîne. On aura d'autres interviews comme celle-ci. Tu seras toujours le bienvenu si jamais tu as des pushs à nous faire pour nous parler de ton projet, Jérémy. Je tiens à vous préciser que je suis investi sur le projet Retrib, que Picsou l'a été à un moment donné et qu'il a lâché parce qu'il nous a fait une poussée, le projet. Vous savez que Picsou est plutôt trader. Donc, quand en jetant à pousser très rapidement de 5 centimes à 36-40 centimes, ça a été très spécial. Voilà. Mais si je t'ai investi aujourd'hui, c'était parce que bah, tu fais partie des francophones de l'écosystème crypto-blockchain que je connais, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. Et vu qu'on démarre les interviews sur Coin Academy, je trouve ça intéressant justement de parler en français, puisque bah, Coin Academy aujourd'hui, c'est un public qui est quasiment que français pour le moment, pour que les gens puissent rentrer un peu plus dans l'écosystème. Parce qu'en fait, on a toujours cette espèce de distance entre nous, visiteurs, consommateurs d'articles, consommateurs de vidéos YouTube, et ce qui se passe dans l'écosystème crypto. On en retient beaucoup la spéculation en réalité, et au final, on se rend bien compte qu'il y a aussi des initiatives qui viennent se plugger au monde réel et qui souhaitent servir à quelque chose. Voilà. Donc pour moi, C'est c'est ça. important. C'est ça. Mais écoute, en tout cas, c'est notre souhait, c'est ce pourquoi on travaille tous les jours, c'est de créer quelque chose qui... Tu sais, il y a un truc, je terminerai là-dessus, il y a un truc qui est manifeste pour la plupart de mes petits camarades de jeu dans cet écosystème, c'est que beaucoup de gens qui sont appâtés par cet environnement, par l'appât du gain et la ruée vers Mm. l'or qu'il peut représenter, eh ben, oublient une chose, n'ont pas conscience d'une chose, c'est que ce qu'on fait avec l'argent qu'on a levé à travers l'ICO ou l'argent qu'on gagne, ne serait-ce que parce que nos actifs prennent de la valeur, il ne faut pas oublier que c'est du détournement de fonds de la Banque centrale.
des banques centrales de manière générale. Cet argent qui arrive dans l'écosystème crypto, qui irrigue l'écosystème crypto, c'est de l'argent qui a été imprimé grâce à la planche à billets. Et cet argent-là, si c'est pas nous qui allons le rembourser directement, de toute façon, c'est nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, c'est tous les peuples qui vont les rembourser. Soit en baisse de services publics, soit en CRDS qui va augmenter, soit en inflation galopante, soit en nouvelles charges ou en nouveaux impôts de manière déguisée ou directe. Peu importe, mais il y a déjà les ministres des Finances de tous les pays qui sont en train de frapper à la porte pour dire au peuple de rembourser cet argent qu'on a imprimé et qui allait gaver les bulles spéculatives de part et d'autre. Donc, il y a un devoir de la part de tous ceux qui portent ce genre de projet, c'est à minima de créer des solutions, créer des projets qui tendent vers le bien commun ou vers l'intérêt général. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on construit la tribe. En fait, pour faire la dernière parenthèse et terminer là-dessus, parce que je sais que certains nous écoutent et sont dans les cryptos par curiosité, à part du gars, amour de la tech, et pas forcément par vision économique pure et dure. En fait, il faut comprendre qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est basé sur l'économie de la dette. Pourquoi ? Parce que la dette, bah, ça permet de créer plein d'argent, et donc comme on crée plein d'argent, on peut faire plein d'investissements, ça stimule l'économie, et ça part, je pense, d'une bonne intention. C'est juste que ça nous a glissé des doigts. On stimule l'économie, on crée de la... On crée l'envie d'investir, on crée l'envie de créer, donc c'est bien, on crée, et on part du principe que de toute façon, vu qu'on crée de plus en plus, même si la dette, elle augmente, bah, de toute façon, on va pouvoir la rembourser à un moment ou à un autre si on fait vraiment le choix de rembourser. Mais on continue de faire glisser la dette parce que on se dit, bah, de toute façon, ça continue de stimuler, et en plus, en cas de crise, et c'est vrai, on peut le dire, on a eu certaines crises, il y a eu quelques blessés, mais à chaque fois, eh bien, la Banque centrale va racheter les actifs, va empêcher la récession parce qu'on va faire rebondir les marchés, et donc les gens ne sont pas trop affolés. On va dire qu'on est toujours dans une logique de croissance infinie dans un monde qui est fini, c'est ce qu'on dit souvent. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'un jour, bah, il va y avoir vraie récession et les gens ne vont pas vouloir racheter les actifs, et à ce moment-là, tout va s'effondrer. C'est la question qu'on se pose tous. Pour le moment, en crypto, c'est simple. En crypto, quand un projet s'effondre, soit les market makers et les investisseurs rachètent vos bagues et ça repart, soit le marché s'effondre et c'est fini. Alors que très souvent, en bourse, bah, on rachète les actifs. Mais pas toujours. On a vu d'ailleurs très récemment la banque russe qui... On fait ce qu'on appelle, on socialise les dettes, on socialise les pertes. C'est-à-dire que le monde capitaliste d'aujourd'hui et financier, il maximise les profits et il les privatise. Par contre, quand il y a des pertes, il les socialise et c'est les États qui trinquent. Et pour aller dans le sens que tu dis, et je donnerai peut-être un livre à lire que je conseille vivement de mon ami Raphaël Rossello, qui est un bon ami à moi, qui s'appelle L'opportunité du Covid. Et quand on... qui est un financier pur jus, 50 ans de banking, tu vois, et de banque privée d'investissement, mais un banquier du réel néanmoins. Lui, il fait un constat qui est très simple, c'est qu'en gros, ça fait depuis la fin des années 80 qu'on est en récession. Sauf que cette récession, elle est maquillée. Il n'y a eu qu'un pic où on est sorti de la récession, c'est au début de la bulle d'Internet, mais cette récession, elle est systématiquement maquillée par de la dette. Donc en gros, dans les années 80-90, on avait un point de croissance qui nous coûtait un demi-point de dette. À partir des années 2000, on est à un point de croissance pour un point de dette. À partir des années 2010, on est à un point de croissance pour un point et demi de dette. Et aujourd'hui, on est à un point de croissance pour 2 points de dette. Donc, ça nous coûte de plus en plus cher de générer de la croissance artificielle. Donc, et bien évidemment, à la fin, bah, ça crache. Et donc, ce que tu veux dire, c'est que pour le moment, on le maquille par la dette et par l'inflation. Alors, on crée de la croissance artificielle par de la dette. Et comme on injecte des quantités phénoménales de liquidités, il y a de l'inflation. Et l'inflation vient rogner les épargnes, vient appauvrir les populations pour compenser, entre guillemets, cette nouvelle masse de création monétaire. Bon, bref, là, en tout cas, voilà, des sujets économiques un peu plus profonds, mais... Ouais, on aura l'occasion d'en rediscuter. De toute façon, voilà, moi, sachez que personnellement, c'est le complot. C'est la théorie du complot qui m'a mis dans les crypto-monnaies. J'ai essayé de comprendre comment fonctionnait le circuit de monnaie, banque centrale, banque commerciale, etc. Et puis, avec un peu plus d'expérience, on va dire, ma presque haine des banques centrales et des gouvernements s'est atténuée. C'est-à-dire que on peut se dire que ça profite à certains, etc. C'est juste qu'en fait, on a testé une nouvelle façon de faire fonctionner l'économie en la stimulant de par la dette à outrance.
Et aujourd'hui, bah, ça nous glisse les doigts parce qu'en fait, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que si jamais les banques centrales aujourd'hui, elles s'arrêtaient d'acheter les bagues des gens qui flippent à chaque fois que EDF s'effondre ou que Airbus s'effondre, etc., bah, en fait, le truc tombe à l'eau, quoi. Le truc s'explose au sol. Donc certains te diront que bah, c'est comme ça, si ça doit s'exploser au sol, bah, ça nous servira tous de leçon, tandis que d'autres te diront ah oui, et qu'en est-il des emplois, qu'en est-il de ci, qu'en est-il de ça. Donc c'est des politiques monétaires, on n'arrivera pas tous se mettre d'accord là-dessus, mais ils ont pris le parti d'être dans le rachat d'actifs, et puis voilà. T'arrives à me Très suivre, clair. Jérém, ouais. Ouais, clairement. Mais après, là, on part sur un cours d'économie et de C'est vrai. macroéconomie. Donc, c'est plus le sujet, mais c'est des sujets qui sont effectivement passionnants. Et c'est ça que je trouve très Mm. intéressant. C'est ce qu'on avait dit en préambule, c'est que les cryptos bah, te poussent à t'intéresser à ces sujets-là, à t'éduquer financièrement, à sortir de cette gestion pour autrui qui est normée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, on a un compte en banque, on touche un salaire et on dépense avec une carte bleue et on se pose aucune question. C'est géré pour nous, pour nous. On paye des impôts, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas comment s'administrer. Bah, les cryptos, ça te pousse à t'intéresser à tout ça. Ouais. À Après, la, à c'est la compliqué genèse des aussi, flux, hein. quoi. Les gens se Ah posent. ouais, Bah, il y en a qui essaient de comprendre, mais après, c'est compliqué parce que tu sais pas trop, forcément par où commencer. Mais déjà, il y a une chose que j'ai appris grâce à mon ancien boss et que je vous invite vraiment à faire aujourd'hui, et on va clôturer là-dessus, je pense, parce qu'après le live va être un peu long, c'est que quand vous utilisez un service, quand vous allez à une conférence, quand vous allez à un truc de gaming, une LAN, peu importe, regardez les marques. Regardez les marques, elles sont partout, sur vos terminaux de paiement, sur votre billet de banque, vous avez marqué BCE. BCE, c'est quoi? Bah, c'est Banque Centrale Européenne. Quand vous utilisez une carte Revolut, eh ben, retournez la carte. Qu'est-ce qui a marqué dessus? Il y aura sûrement marqué PaySafe Group ou autre. Vous allez voir des marques de partout et vous allez en fait essayer de comprendre au fur et à mesure qui est impliqué dans quoi, que fait chaque acteur. Et vous allez voir qu'en fait, bah, par exemple, pour tout ce qu'on bouffe, bah, on le sait, en fait, il y a plein de marques de nourriture dans l'agroalimentaire, mais en réalité, ça remonte toujours dans les mêmes noms. Et dans le paiement, c'est pareil. Et en fait, il faut essayer de comprendre à l'arrivée qui pilote quoi et qui sont les actionnaires derrière et comment ça fonctionne. Et là, à ce moment-là, vous pourrez commencer à réfléchir à bah, qui dirige le monde, qui prend les décisions, etc. Parce que souvent, on vient taper sur un politique, on vient taper sur une petite boîte, mais en fait, c'est au-dessus que ça se passe. Déjà, Mais il faut le déjà, comprendre. déjà, 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 quand si le commun des citoyens comprenait que l'argent qu'il a dans sa banque, donc, quelle qu'elle soit, LCL, BNP ou autre, que l'argent qu'il a dans sa banque, bah, il n'a pas vraiment d'argent dans cette banque, mais juste que c'est la banque qui a une Reconnaissance de reconnaissance de dette. dette vis-à-vis de lui. Déjà, quand tu as compris ça, tu as déjà fait un grand pas. Tu as déjà fait un grand pas parce que tu as compris que le jour où cette banque, pour X ou Y raison, s'effondre, et tu comprends mieux pourquoi il les sauve à tout prix, c'est que le jour où cette banque s'effondre, parce qu'elle a pris des mauvaises positions, parce qu'elle est trop exposée sur des marchés à risque, etc., et bah, tu comprends qu'elle ne va pas te rembourser. Elle ne va Ouais. pas honorer sa dette. Cet argent, il n'est pas garanti par la Banque Centrale Européenne. Le seul qui est garanti par la Banque Centrale Européenne, c'est le billet de banque que tu détiens physiquement. Ce qui est dans la Ah, banque, c'est le c'est seul juste une vrai argent, hein, reconnaissance de de toute façon. c'est Ouais. un peu comme Enfin, Revolut qui te dit achète des bitcoins chez moi. Mais des bitcoins que tu as chez Revolut, ils t'appartiennent pas. Tu les verras ouais. jamais, tu n'en verras jamais la couleur. Tu as juste une reconnaissance de la dette de la part de Revolut qui te dit que tu détiens un bitcoin. Selon la reconnaissance de dette où je te dois un bitcoin. Mais dans Mm. l'absolu, tu l'as pas. Ouais, bah, de toute façon, c'est des philosophies de fou. Et pourquoi on a des bitcoins maxi? C'est parce qu'en fait, dans ce que vient d'expliquer Jérémy, euh, putain, désolé, on continue d'enchaîner à parler d'économie, j'aime trop en parler. Le billet de banque, c'est le seul vrai argent, mais en réalité, c'est de l'argent de confiance parce que la valeur de ton billet, qui est composé de papier coton, bah, il est garanti par l'État, mais en réalité, ton billet de 20 euros ne représente pas 20 euros de coton et papier. Donc, en réalité, il vaut rien cet argent. Le vrai argent, ce serait des pièces qui sont intégralement composées de métaux. Je pense à l'or et à l'argent. Mais là encore, une pièce d'or ou d'argent, tu peux pas, comment dire, en fait, aujourd'hui, ça n'existe pas. Tu n'as pas une pièce de 100 euros en or qui pèse exactement l'équivalent de 100 euros en or. Surtout que le cours de l'or évolue tout le temps. C'est depuis la fin des accords depuis la signature des accords de Bretton Woods dans les années 70. Mais la valeur de l'argent n'est qu'une valeur liée à la confiance que tu as dans cet Ouais. argent.
Elle est pas elle n'a pas de sous-jacent, elle a plus de sous-jacent tangible. Et c'est bien là le problème. Si, après, là, on part dans d'autres sujets, mais si aujourd'hui, soudainement, tu vois, on m'interroge beaucoup sur la crise en Ukraine, si soudainement on s'intéresse à la crise en Ukraine, malheureusement, ceux qui en souffrent, c'est les Ukrainiens et les Russes, mais c'est pas parce que les Russes sont en train d'envahir l'Ukraine, parce que ça fait depuis 2014 qu'il y a une guerre là-bas et que les Russes ont déjà envahi la Crimée, ils ont envahi la Géorgie, ils ont envahi l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, tout le monde s'en est foutu royalement. Et aujourd'hui, en plus, il y a un traitement entre un réfugié ukrainien ou un réfugié irakien, c'est pas du tout le même traitement de valeur. Tu vois, la vie humaine n'a pas du tout la même chose. Tu assistes à des trucs complètement invraisemblables sur les plateaux télé en ce moment, de consultants qui te disent oui, mais ce sont des Européens, ils ont les mêmes voitures que nous. Soit c'est des gens, soit c'est pas des gens, mais à un moment donné, il faut. Par contre, derrière, il y a une guerre économique qui fait rage, une guerre économique majeure. Cette guerre économique, elle est liée à l'hégémonie du dollar. Et les Russes, comme d'autres pays avant eux, mais la particularité des Russes, c'est que eux, ils sont la bombe atomique, donc c'est plus difficile de les mettre dans le rang, entre guillemets, mais les Russes cherchent depuis plusieurs années à limiter leur exposition au dollar d'une certaine manière. Donc leur réserve de dollars a fondu, je crois, elle est passée de 170 milliards de dollars à 2002 ou 3 milliards de dollars, donc c'est quasiment rien, donc ils sont quasiment devenus indépendants de là. Et surtout, ils cherchent à favoriser les exports et les échanges commerciaux en dehors du système SWIFT directement avec les Chinois. Donc en général, quand tu essaies de sortir du système et de l'hégémonie du dollar dans tes échanges internationaux, en général, tu as rapidement des problèmes avec l'OTAN. L'OTAN, c'est un peu le bras armé de l'hégémonie du dollar. Donc, tout est très complexe et ce n'est pas juste un sujet d'invasion ou pas d'invasion. Bien évidemment, et les seuls qui trinquent, ce sont les peuples, toujours les peuples. Et là, en l'occurrence, c'est le peuple ukrainien et les peuples russes, parce que les peuples russes va souffrir de manière dramatique aussi des sanctions occidentales à ce regard. C'est complexe, hein. C'est complexe. C'est très complexe. C'est pour ça que prendre position de manière bête et méchante. Il y a 2 semaines et demie, tout le monde était on était tous en train de mourir du Covid et d'Omicron, et on nous parlait de trucs de vagues, de déferlantes, tout le monde était prêt à mourir. On nous a instauré un pass sanitaire, et là maintenant, trouve un truc sur Twitter qui parle du Covid, bon courage. Le Covid, si, il y a un truc, c'est qu'on va nous enlever les masques en intérieur à l'exception des transports en commun et des hôpitaux à partir du 14 mars. Extraordinaire, merci, on nous libère. On a déjà qu'on s'est auto-assigné pour pouvoir sortir de chez nous pendant des mois. Maintenant, on nous libère enfin du masque en extérieur, enfin du masque dans les Bon, c'est pas le sujet et il vaut mieux pas me lancer sur ces sujets-là. Donc, non, mais restons-en à nos sujets crypto. Non, mais c'est bien parce qu'au moins, c'est bien, tu es le CEO de Retrip, tu prends pas position, mais tu t'exprimes. Tu pourrais aussi dire, j'ai pas envie d'en parler, ça peut me mouiller, etc. Tu as fait le choix d'en parler, j'aime bien. Moi, je suis ce type de personnage aussi. Mais je suis marqué, j'ai des convictions, je les affirme, je les confirme. Maintenant, c'est un sujet complexe. C'est pas un sujet qui se traite en disant ouais, il y a des gentils, il y a des méchants, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est énormément de nuances. Géopolitiquement, c'est très. Je te dis juste un truc. Qui sait dans la population française que l'Ukraine, c'est le 2e grenier à blé de tout le continent européen? Personne. Je suis au courant de cette histoire, ouais. Et au vu des enjeux climatiques à venir, avoir la mainmise ou perdre le contrôle du 2e grenier à blé de l'Europe, ça peut être particulièrement stratégique ou dramatique selon la position de l'un ou de l'autre des camps. Donc voilà, tu vois, il y a vraiment énormément de considérations, tu vois. D'où comprendre toute la complexité des choses et après voilà, hein, d'un autre côté, aujourd'hui, c'est des choses presque qui nous dépassent parce que on peut parler, on peut essayer de diffuser l'information, mais au final, on reste assez spectateur de ce qui se passe aujourd'hui à notre niveau. C'est ça. Essayons déjà de changer le monde à notre niveau par nos actions et je pense que Retrip, ça va, comme je disais, au-delà d'un système de paiement, c'est presque pour demain, en tout cas je l'envisage comme ça, c'est presque un outil de cohésion sociale. Voilà, tu sais que tu utilises un moyen de paiement, à chaque fois que tu vas payer avec, l'institution financière qui est derrière, clac, systématiquement elle reverse. Et c'est toi qui choisis de faire quoi, elle reverse. Les holders, eux, ont choisi des projets parmi une sélection. Et toi, le consommateur final, tu dis, voilà la sélection qui m'est proposée. Moi, je suis plutôt pour soutenir la construction de puits au Niger, où je veux aller aider. Tu vois, on a signé un partenariat
qui est majeur. Il y a à peine, on est, je crois, la première compagnie du Web3, société du Web3 à signer un partenariat avec l'ONU via l'initiative Unit Life. Voilà, ça montre aussi la crédibilité du projet et demain, on va pouvoir soutenir des projets à travers le monde avec une traçabilité. Tu vois, in-app, on va rendre compte de la réalisation des projets, donc ça va loin. Voilà, et bah écoutez, l'équipe, je vous affiche à l'écran, du coup, le Twitter de Jérémy. Je vous lance dans le chat pour ceux qui souhaitent le suivre. Et je vous laisse également le Twitter de Retrip pour les intéressés. Vous les aurez, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, eh bien, en lien en description et probablement en commentaire épinglé. J'espère en tout cas que ce format d'interview vous plaît. Excusez-moi pour la boucle. J'espère que ce format d'interview vous plaît. Merci encore, Jérémy, de ton temps. C'était super cool d'avoir ta vision des choses. C'est moi. C'était un plaisir de partager ça avec toi et de partager ça avec ta commu. C'était cool. Voilà, et je terminerai sur cette phrase. Vous voyez, les capitalistes, on n'est pas tous des crapules. Il y a aussi des possibilités de faire des choses vraiment cool avec le capitalisme. J'en suis profondément convaincu. Passez une bonne soirée. Ciao tout le monde. Salut, ciao. Tu voulais en placer une? Ouais, je disais juste, j'ai même pas envie d'être qualifié de capitaliste. J'aime pas les étiquettes. Ouais, ah ouais, non, moi je suis profondément capitaliste et c'est assumé. Allez, ciao tout le monde.